Facture.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été prennent l'antenne et ce soir encore on compte sur vous. Avec vous, on prend le pouls de cet été avec celles et ceux qui vivent partout l'été en France. Et puis certains vivent particulièrement bien cette chaleur, les glaciers. On passera un petit coup de fil à l'un d'entre eux pour savoir si la canicule fait exploser les affaires. On refermera aussi une belle page de sport avec le Tour de France Femmes qui vient de s'achever. Une édition intense, du spectacle, un cyclisme féminin qui continue de trouver son public et c'est une bonne nouvelle. Et puis bien sûr, vos 3 débats vont rythmer cette émission. Alors appelez-nous, réagissez, racontez-nous ce qui se passe chez vous. L'antenne est à vous. Les vraies voix Sud Radio. À 17h30, votre question du soir, canicule, sécheresse, incendie, le changement climatique pèse aussi de plus en plus sur l'économie, agriculture, prix de l'alimentation, énergie, assurance ou encore tourisme. Ces effets ne peuvent ils peuvent surtout finir par se répercuter directement sur nos dépenses. Alors, avec ce changement climatique, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez dans le portefeuille? C'est la question qu'on vous pose. Est-ce que vous ressentez ces conséquences? Vous pouvez évidemment aller commenter sur YouTube ou nous appeler au 0826 300 300. Et puis à 18h20, votre grand débat, le narcotrafic prend de plus en plus la voie des airs. Clémence Girard, qui est vice-procureur au tribunal judiciaire de Paris, chargée de la lutte contre la criminalité organisée à la GIRS de Paris, nous alerte. Orly et Roissy sont devenus d'importantes portes d'entrée pour les réseaux criminels qui acheminent des stupéfiants en France. Mules transportant de la drogue, bagages, fret aérien, les trafiquants diversifient les méthodes pour contourner les contrôles. Alors on vous pose la question, on se la pose d'ailleurs nous-mêmes sur YouTube. Ce narcotrafic, pourquoi explose-t-il par voie aérienne? Vous pouvez aussi aller commenter et puis nous appeler, vous le savez. Puis à 18h43, on fait un point sur ce qui buzz sur les réseaux sociaux. Le ton monte entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou sur Gaza. Le Premier ministre israélien rejette le plan soutenu par Washington, refuse tout retrait tant que le Hamas n'est pas désarmé. Un accord qui met à l'épreuve la relation entre les deux alliés. Alors on se pose la question sur cet accord sur Gaza, Trump-Netanyahou. Est-ce que c'est un désaccord ou une rupture selon vous? Vous allez commenter évidemment sur YouTube et vous réagissez au 0826 300 300. Vos vraies voix de ce soir. Les vraies voix Sud Radio. Alors Bruno Pomar, bonsoir Bruno Pomar. Bonsoir ma chère Julie. C'est un plaisir de vous retrouver. Écoutez, oui, ça faisait longtemps. On commence la semaine ensemble, j'aime bien. Ça faisait longtemps, c'est vrai qu'on se voit jamais. Vous êtes président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien membre du RAID. Oui. Bonsoir mon cher Bruno. Florence Rouaz, comment on se retrouve? Bonsoir. Avec le sourire, on est ravis. Et à l'heure. En plus pour la dernière de l'été avec moi. Alors, je suis ravie, je suis très touchée. Vous êtes avocate pénaliste, Florence, spécialiste du droit de la famille et de la protection de l'enfance. Exactement. Allez, votre question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Le changement climatique n'a plus seulement des conséquences sur l'environnement, il pèse aussi sur l'économie et de plus en plus sur notre quotidien. Quand les récoltes diminuent, certains produits alimentaires coûtent plus cher. Les fortes chaleurs font grimper les besoins en climatisation et en électricité. Les catastrophes naturelles pèsent sur les assurances, tandis que certaines destinations touristiques doivent s'adapter à des étés toujours plus chauds. Des conséquences qui peuvent donc finir par se retrouver sur nos factures, très clairement, dans nos courses ou dans le coût de nos vacances d'ailleurs. On vous pose la question sur YouTube, changement climatique. Est-ce que vous ressentez ces conséquences dans votre portefeuille? Vous savez que l'antenne de Sud Radio est à vous, 0826 300 300. On file en standard. Et on accueille Gilles qui nous appelle de Sérignan. Bonsoir. Bonjour. Comment ça va Gilles? Ça va très bien. Sérignan, c'est dans l'Hérault. C'est ça, oui. Alors vous le sentez passer avec la canicule justement dans votre métier parce que vous vendez du matériel médical de santé. Expliquez-nous un petit peu. Tout à fait, oui. On est basé sur Ballard-la-Plage. On fait tout ce qui est matériel médical et orthopédie. Approchez-vous de votre téléphone et si vous êtes sur haut-parleur, enlevez-le s'il vous plaît. Non, je téléphone à l'oreille. D'accord. Donc nous, c'est vrai que depuis le mois de juin, oui, on a constaté l'électrification du magasin. Parce que c'est vrai que les personnes âgées avec la chaleur, on ne se déplace plus. Parce que nous, notre clientèle, c'est quand même le troisième âge. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, ils sont touchés directement par la chaleur, ouais. Tout à fait. Et du coup, les fonds de santé qui, eux, sont submergés forcément dans les magasins. Ouais. Voilà. Du coup, vous avez moins de monde au magasin et vous pensez qu'ils passent plus par le e-commerce, c'est ça? De plus en plus. De toute façon, on se rend compte que les professionnels de santé, oui, c'est le cas depuis quelques années. Mais ça c'est dû aussi au manque de temps. Et les personnes âgées, oui, maintenant, elles sont sur Internet. Oui, bien sûr. Bruno Pomar, oui, allez-y, on vous écoute, Gilles. Oui, donc nous, c'est vrai qu'on réagit par rapport à ça, justement, en créant un site.
e-commerce, mais c'est vrai que c'est notre cœur de métier, c'était le magasin de proximité. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a une dématérialisation qui n'arrange pas les choses, n'est-ce pas, Bruno ? Oui. Et puis même sur les périodes de vacances qu'on vit actuellement, effectivement, les gens partent. Alors, est-ce que le sud de la France, de ma région, est plus gâté que le nord de la France ? Moi, j'étais en Normandie encore le week-end dernier. C'est vrai qu'il fait un peu plus chaud. Donc c'est bien pour toute la région Bretagne, etc. Parce que le tourisme est toujours un petit peu en berne dans ces secteurs par rapport au sud. Voilà, ça défavorise les uns, ça favorise les autres. Ça fait partie malheureusement de ce moment terrible que nous vivons tous ensemble et il faut s'adapter. C'est encore une fois il va falloir s'adapter. Sujet. Et le ministère de l'Agriculture parlait encore en juillet ce juillet de crise caniculaire. J'ai envie de dire qu'on en a marre d'entendre ce genre de mots parce qu'on est en crise de réchauffement climatique et en fait ça ne va aller qu'en s'aggravant, Florence Rouas. Oui, tout à fait. Et en fait, on s'aperçoit que on n'avait pas de recul sur ça et on n'avait pas conscience des conséquences que ça pouvait avoir sur notre quotidien. Et on est en train de s'en apercevoir, notamment la façon dont on va devoir s'équiper dorénavant et les inégalités que ça va engendrer, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens de s'équiper, puis d'autres c'est plus difficile, puis en fonction aussi des âges, comme disait monsieur, des tranches d'âge. Il y a des gens qui peuvent s'équiper en climatisation, d'autres c'est plus compliqué. On l'a vu au moment du gros pic caniculaire du mois de juin, quand on voulait s'acheter un climatiseur, il y en avait pas, et quand il y en avait, les très rares, c'était extrêmement cher. Voilà, donc j'ai même un chauffeur de taxi qui m'a dit en fait il faut en acheter plein l'été plein l'hiver parce que ça coûte pas cher et puis on les revend. On verra presque un business. Le business marche aussi. Voilà, il dit le business de les fins de mois avant de partir en vacances. Exactement, c'est pas mal, pour se payer ses vacances en fait. C'est-à-dire en fait ça va créer un marché parallèle du système D et forcément aussi des inégalités. Bien sûr. On refile au standard 0826 300 300. C'est votre antenne Sud Radio. On accueille Manuela. Bonsoir Manuela. Bonsoir Judith. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Manuela, vous nous appelez de Chalon-sur-Saône. Alors vous sentez l'impact sur votre portefeuille. Dites-nous comment, Manuela. Surtout au quotidien, on va dire. Je fais mes courses, ça explose au niveau du passage en caisse. Je veux dire, là où je mettais, 50 € dans mon caddie il y a quelques temps, on a doublé quasiment, quoi. Et j'ai pas plus de produits quand je fais mes courses, quoi. C'est hallucinant. On part en vacances, on réduit le temps de vacances. Pourquoi ? Parce que l'argent qu'on met dans l'essence, on le met pas ailleurs. L'essence, c'est un gros budget aussi, effectivement. Ouais. Mais c'est énorme. Là, je vais vous dire, je suis descendue dans le sud, mais du coup, je suis allée voir mes parents. Pourquoi ? Parce que le logement est compris, on va dire, dans la formule. Je crois qu'on en est tous là à la débrouille, effectivement. C'est pas que la faute à la canicule, quand même. Non, mais ça non, mais on a vu par exemple qu'effectivement les prix de la nourriture remontent aussi à cause de la crise des agriculteurs. On voit bien par exemple cette année que les patates sont toutes petites, etc. Donc qu'il y a moins de récoltes sur certains trucs, que les maïs sont tout petits aussi, etc. Donc forcément, ce qu'on retrouve dans les étals des supermarchés, Manuela, c'est compliqué. Comment vous faites pour gérer ? Alors vous mangez moins de viande, vous partez plus près, etc. C'est ça que vous dites ? C'est ça. La viande, c'est devenu un luxe, on va se le dire. On en mange beaucoup moins qu'avant. On change notre alimentation. Les loisirs ne sont plus les mêmes, on part moins loin, on reste près de chez nous, on fait des sorties qui ne coûtent rien. Voilà. Et puis, on est obligé de s'adapter. Mais je suis pas la seule. Je pense qu'on est aujourd'hui obligé de faire tous comme ça. Ouais, j'entends. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame, pardon ? Allez-y, Bruno. Parce que je suis curieux, mais vous faites quoi dans la vie, madame ? Moi, je garde des enfants. Ah, c'est beau, bravo. Ouais. Mais du coup, chez vous, il faut que ça soit frais aussi, Manuela. En juin, vous avez fait comment ? Vous aviez un climatiseur chez vous ? J'ai la clim, les petits, j'ai pas le choix, mais voilà, c'est un poste de dépense aussi. Bah ouais, c'est sûr. Et c'est pas compris non plus dans le prix que les parents vous payent. Non, c'est moi qui veux que mes petits soient bien. Vous avez bien raison. Florence Rouas, vous faites comment, vous, pour les vacances, du coup ? Vous le sentez aussi ? Ou nous, on est comment autour de cette table ? On peut le dire, on peut le partager avec nos auditeurs. Mais moi, je suis profession libérale. Alors nous, les professions libérales, on est écrasés de charges. C'est ça. Bon. Les avocats, ça gagne beaucoup d'argent, non ? Non, alors franchement, ça, c'est impossible. C'est pas vrai. Non, mais alors ça, je vais vous dire, non. La réaction de Florence, non, pas du tout. Il fut un temps. C'est pour ça qu'elle a un collier en diamant. Non, j'ai pas du tout de collier en diamant. C'est que du faux. Je n'ai que du faux.
Non, mais c'est vrai qu'il fut un temps, vous avez raison, les avocats, c'était quand même la notabilité. Aujourd'hui, on est 35 000 avocats à Paris, hein, donc il y a du monde. Sur Paris. Il y a du monde au barreau de Paris simplement, hein. Donc il y a du monde au portillon, donc forcément les affaires, c'est plus compliqué. Et en plus, il y a eu cette fameuse canicule qui n'a pas arrangé, parce que moi je me souviens, au moment du mois de juin, j'avais des rendez-vous au cabinet que j'ai dû annuler parce que c'était pas gérable. On pouvait plus rien faire. On n'avait pas de clim, donc c'était des ventilos. Les ventilos, ça brassait de l'air chaud. Forcément, donc on annule des rendez-vous, donc forcément il y a une perte d'argent et ça retarde un peu les départs. Et puis bon, voilà, vous savez, les charges. Il y a plus de monde dans les villes, en général. On parle de Paris, mais on peut parler de toute la France. C'est vrai qu'on remarque dans l'urbanité en général que les gens sont moins partis cette année, clairement. Ou alors sur des plus petites périodes, peut-être. Peut-être, paraît-il que les gens font beaucoup d'allers-retours, font des petits séjours. Effectivement, c'est ce qui se dit. C'est vrai que moi, c'est assez rare que je sois à Paris à cette période-là. Et pour la première fois, je trouve que c'est pas si désert que ça. Je trouve qu'il y a quand même des points d'animation. Peut-être que les habitudes sont en train de changer aussi. Oui. Alors moi, personnellement, effectivement, d'habitude, j'ai une tendance à partir plutôt loin en été. Et c'est vrai que cette année, je pars près. Je sais pas ce que vous, Bruno, vous êtes là cet été, vous travaillez. Ouais, grâce à vous. Oui. Non, je pars à la fin du mois. Oui, mais je m'en vais aux États-Unis, mais je vais pour passer le boulot une semaine. aussi. Vous allez aux États-Unis. Ouais, j'ai la chance d'être à la retraite et d'avoir une compagne qui gagne relativement bien sa vie. Donc, non, mais c'est vrai. Et je pense souvent aux gens parce qu'ils sont malheureusement nombreux. Je vois avec mon association parce que j'accueille beaucoup de familles monoparentales et autres l'été avec famille et vacances. Il y a plein de gens, malheureusement, on peut se plaindre de nous parce qu'on travaille et puis on se dit est-ce qu'on peut partir, mais il y a plein de gens qui ne partent pas en vacances malheureusement. Et croyez-moi que les familles nombreuses, il y a beaucoup de familles nombreuses qui ne parlent pas malheureusement en vacances. Je vais y arriver. Après, comme vous disiez Bruno tout à l'heure, il y a un point positif dans ce réchauffement climatique, c'est qu'aujourd'hui on peut déjà Paris, c'est pas désagréable parce qu'il fait beau malgré tout, alors qu'avant au mois d'août il y avait toujours un moment où ça s'assombrissait, où on avait envie de fuir la capitale. Et puis on peut partir plus près finalement, notamment vous disiez en Bretagne où avant on savait pas, le temps était incertain, le sud-ouest aussi. Totalement. Et on avait plutôt tendance à aller plus vers le sud-est. Maintenant, l'avantage de tout cela, si on peut regarder la partie pleine de la bouteille, pour les commerçants notamment, et puis pour les régions, pour la prospérité des régions françaises, c'est qu'on peut aller plus près et trouver du beau temps. Et ça, c'est agréable. Notamment, on parlait de la Bretagne tout à l'heure. C'est vrai que c'est une très belle région en plus. Manuela, vous êtes là ? Oui. Vous avez la chance d'avoir des parents qui ont une maison dans le Midi finalement. Hein. Tout à fait. Je m'en réjouis. Système 2. Et je pense à ce que vous êtes en train de dire. Je voulais aussi simplement dire que moi j'habite donc en Bourgogne et c'est vrai que le fait d'avoir moins de moyens, moins de possibilités, moins de pouvoir d'achat, ça fait qu'on découvre aussi sa propre région. Avant, on avait tendance à facilement partir loin. Et là, du coup, on découvre aussi de jolies choses à faire à côté de chez nous, tout simplement. Et c'est vrai que c'est aussi, malgré tout, l'occasion de découvrir des coins super sympas à proximité de la maison et choses qu'on ne faisait pas forcément avant. Et on adore votre région, Manuela. Allez, vous restez avec nous et vous aussi, les auditeurs de Sud Radio. On revient dans un instant pour la suite de cette question du soir. Il est 17h16 sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Et c'est la suite de votre question du soir. Un petit rappel, le changement climatique, ça se voit sur le thermomètre, mais aussi sur nos dépenses. Et oui, des récoltes fragilisées qui peuvent faire monter les prix, davantage d'électricité consommée pendant les canicules, des assurances plus coûteuses face aux catastrophes naturelles, des vacances qui s'adaptent à la chaleur. Au final, le dérèglement climatique peut aussi peser sur notre pouvoir d'achat. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous ressentez ces conséquences dans votre portefeuille directement ? Vous n'hésitez pas à commenter sur YouTube et à nous appeler au 0826 300 300. On était avec nos auditeurs. Gilles, vous êtes toujours avec nous ? Tout à fait, je suis là. On vous entend mieux, Gilles. Alors, merci. Vous expliquiez qu'effectivement, vous aviez souffert très directement de cette canicule, de ces canicules à répétition, puisqu'en fait, votre clientèle principale, c'est le 3e âge, et que du coup, les soignants qui s'occupent d'eux viennent plus à la boutique quand il fait très chaud, parce qu'ils ont trop de travail, c'est ça ? Oui, c'est vrai que disons que le travail explose et il y a un nombre en fait qui n'augmente pas. Donc forcément on a une pénurie de médecins et même d'infirmiers. Ouais, on vous entend. Et il y avait beaucoup plus de patients. Bon, et vous avez fait comment alors ? Vous avez prévu le coup ? On a prévu le coup, en fait c'est plus de livraison, on essaie de s'adapter par rapport à la demande. Merci Gilles. On va écouter un petit son sur un agriculteur de la Confédération paysanne qui prend la parole. Les aléas climatiques deviennent plus fréquents, plus violents, imprévisibles. Après les pluies intenses de l'hiver, la sécheresse depuis mai et maintenant les orages, la grêle.
Encore une fois, engager autant d'énergie, de temps, de passion et tout perdre en quelques minutes. Les pouvoirs publics doivent comprendre que les aides spécifiques, exceptionnelles ne suffisent plus. Il faut une stratégie à long terme pour pouvoir assurer une juste rémunération de nos produits et un revenu digne pour nos paysannes et nos paysans. Ça fait mal au cœur quand on les écoute, nos agriculteurs. Effectivement, je reviens, Florence Roy, à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on agit toujours dans l'urgence, mais qu'il n'y a jamais de plan de prévention à 1 an, à 2 ans, à 3 ans qui permettrait justement d'éviter ce genre de catastrophe et de s'être préparé. Exactement. Et vous savez, en entendant ce son justement de ce monsieur, je me suis dit une chose. Je me suis dit, les candidats à la présidence de la République qui vont commencer à débarquer et à expliquer leur programme à partir de septembre, puisqu'on rentre quand même dans une période de campagne électorale, ils vont avoir fort à faire pour convaincre les citoyens français, parce que il y a quand même beaucoup de chantiers. Et notamment celui-ci, parce que c'est fini de se contenter. De mettre sous le tapis, ouais. D'abord de mettre sous le tapis, puis te contenter d'être dans une réaction, vous savez, action-réaction, ou dans des effets d'annonce. Les gens attendent. Sur ce domaine, notamment sur ce sujet, un vrai programme, des vraies propositions, des choses qui quand même encadrent, rassurent et puissent permettre d'anticiper. Parce que c'est vrai, le vrai terme, anticiper, que ce soit les pluies diluviennes, que ce soit la chaleur excessive, il faut savoir comment y répondre. Et puis le coût pour notre portefeuille aussi, voilà. Bruno Pomar. Oui, non, mais il y a une question qui se pose, c'est que nos politiques, depuis un paquet d'années, d'ailleurs, c'est pas nouveau, le changement climatique et tout ça, on sait que depuis des années, on a ces problématiques-là. Le pouvoir d'achat, il y a toujours les mêmes sujets qui reviennent. Bah, c'est ça. Et on est en rapièce. L'essence coûte trop cher, on va filer quelques millions d'euros. Le gaz coûte trop cher, on va filer du pognon. Enfin, on n'est que à faire du rapiessage. On éteint les feux, en fait. Oui, c'est exactement ça. On est en réaction systématique, on est incapable d'anticiper parce que par nature, le politicien ne sait pas anticiper. Lui, il nous promet, évidemment, on va le voir encore au présidentiel, il va nous promettre monts et merveilles, le plein pouvoir d'achat, le plein emploi, enfin tout, quoi, comme d'habitude. Et puis on va repartir dans une série encore catastrophique. Donc c'est un vrai sujet qui se pose et je pense évidemment toujours à nos agriculteurs. Moi j'étais maire d'un petit village dans l'Aude, je les vois malheureusement souffrir trop et encore une fois il va falloir qu'on puisse apporter des réponses concrètes parce que avec l'Europe, avec l'ensemble des partenaires, Dieu sait s'il y a des moyens en plus. Mais là se pose la question du soutien à nos agriculteurs et aux éleveurs en particulier. Surtout quand on sait que des organismes d'État comme la Banque de France, par exemple, elle identifie bien les conditions météorologiques comme un facteur de hausse des prix des produits frais et de certains coûts agricoles. Elle a dit que ça contribuait à une inflation alimentaire autour de 2% en 2027, après 1,5% en 2025. C'est hallucinant en fait. Oui, c'est hallucinant et c'est ce que disait votre auditrice tout à l'heure quand elle a dit mais moi pour 50 €, je fais plus beaucoup de courses et je crois que c'est un constat général. On s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est très, très cher. Pour avoir un panier, le panier de la ménagère coûte extrêmement cher. Moi par exemple quand j'ai des dossiers à traiter dans le droit de la famille et que je vois que certains sont réticents à payer des pensions alimentaires pour les enfants, en rechignant à payer ce qu'il faut, je leur dis mais attendez, mais aujourd'hui qu'est-ce que vous faites avec 100 € ou 150 €? Ridicule. Je veux dire c'est ridicule, c'est pas possible. Il faut s'engager parce que faut nourrir et c'est cher partout en fait. Ça veut dire qu'on achète de la malbouffe, de la mauvaise bouffe, évidemment. Oui, on mange moins bien. Il faudrait manger bio, super. Moi je veux bien, tout le monde, mais le problème c'est qu'il faut des moyens. Donc, peut-être qu'il faut aller directement vers les agriculteurs, les producteurs, acheter sur le terrain et peut-être qu'on serait tous gagnants. Ça se fait déjà, ça se fait pas mal. Ouais, dans le rural ça se fait pas mal. Oui, dans le rural, mais pourquoi en fait finalement nous peut-être qu'il faut créer, il faut innover. Il y a plein de fermes autour des villes françaises. Oui, donc, voilà, peut-être qu'il faut innover et se dire tiens, on va aider aussi nos agriculteurs et on va aller chercher les produits directement. Il n'y a pas d'intermédiaire comme ça. Moi, je vois ma fille dans le sud, elle le fait ça. Et c'est très intéressant. Alors c'est pas des super beaux fruits, et ils sont mais ils sont meilleurs. Et pour la viande, pas la beauté qui compte. Exactement. C'est la saveur. Et pour la viande, c'est exactement pareil. Ça se fait. Manuela, vous êtes encore avec nous? Oui, tout à fait. Donc vous, quand on l'a dit, quand vous faites vos courses, c'est beaucoup plus cher qu'avant. Quand vous prenez votre voiture aussi, c'est compliqué. Et puis en fait, il y a un truc qu'on a oublié, il y a un poste important, c'est le prix de l'électricité, le prix du gaz. Qui explose aussi. Vous l'avez senti passer ça? Complètement. En fait, ça ne s'arrange pas. Mais on a l'impression finalement que tout devient compliqué, en fait, que tout augmente de partout. Et c'est vrai que, ça devient difficile au quotidien. C'est vrai que, Florence Roy, on a l'impression qu'il n'y a pas de, alors, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de vision à long terme, mais il n'y a pas aussi de solutions concrètes qui sont apportées, mais parce qu'il n'y a pas de créativité, moi, je trouve. J'ai donné, je ne me targue pas d'être créative, mais je veux dire, j'ai eu cette idée comme ça et, parce que c'est dans l'air du temps aussi. Vous êtes créatif, vous avez le droit. Mais c'est parce que c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Voilà, c'est ça la véritable écologie. La véritable écologie, pour moi,
qui suis pas écolo politiquement, ce serait effectivement d'aller chez les agriculteurs. On prend sa petite voiture ou même on va en train, ça fait une balade en famille et puis on va faire son panier. Après, il faut y aller une fois par semaine. C'est toute une organisation. Et pourquoi pas quand on est une famille, on peut. Il faut essayer de mettre peut-être des billets de train moins chers, mais ça existe déjà pour les familles nombreuses. De mettre il y a peut-être. Alors ou sinon la solution, c'est peut-être que nos agriculteurs organisent des services de livraison qui nous permettent. Ça existe déjà sur certaines marques. Franchement, dans le rural, ça existe. C'est pas totalement développé, mais ça existe et ça marche puisque ça continue à fonctionner. Donc il y a pas de souci. Mais ça existait au moment du Covid, souvenez-vous. Oui, on avait des livraisons comme ça, des primeurs et même des agriculteurs de l'Île-de-France. Ça peut se faire. Ça peut être intéressant. En tout cas, il y a aussi un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est les assurances, parce que les événements climatiques coûteux, comme ça vient de se passer, parce que alors on le sait, les incendies, c'est 9 fois sur 10 les êtres humains qui les provoquent, mais il n'empêche que derrière, ça crée des catastrophes. Et du coup, en fait, les assureurs et les prix des assurances explosent complètement. C'est pareil, en fait. Alors, les polices d'assurance explosent, et puis quand il s'agit d'indemniser, courez. C'est toujours ça. C'est un argument de plaidoirie. C'est vrai, je vous assure. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les polices d'assurance, pour nous demander des coûts, des mensualités qui sont onéreuses pour le Kidam, mais au moment de couvrir les sinistres, il n'y a plus personne. Il y a toujours une petite clause qui s'est immiscée dans le contrat qui vient, qu'on n'a pas lu parce que. Mais vous les lisez les clauses, vous, j'espère. Non, mais pas les clauses. Vous savez, c'est le cordonnier mal chaussé. Oui, on fait tous pareil. Vous non plus, vous lisez pas les clauses. Pas du tout. Moi non plus, je vous aime. Chaque fois qu'on a besoin de et vous, Manuela, vous les lisez les clauses? Honnêtement, pas du tout. Mais voilà. C'est à nous de changer notre attitude. Il faudrait. C'est comme avec les banques, de toute manière, c'est pareil. Ouais. C'est la même. Mais encore une fois, là, avec le coup des incendies. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Très bien qu'on est de tous qui ont été victimes de ces incendies, mais en attendant, les assureurs, ils font pas de cadeaux. Ils vont aider, là, c'est sûr, mais ça va être répercuté sur nos cotisations. Et puis, allez, en avant. C'est parti. Ouais. En tout cas, merci à nos auditeurs Gilles et Manuela. Merci Manuela d'avoir participé à ce débat avec nous. Si vous voulez faire comme Manuela, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez aussi aller commenter sur YouTube sur ce que vous entendez à l'antenne de Sud Radio, vous le savez. Et puis comme c'est la fin de ce débat qui nous touche tous, évidemment, on fait le point avec Quentin Saunier sur vos commentaires justement. Et oui Judith, puisqu'on vous pose cette question sur notre chaîne YouTube, changement climatique, ressentez-vous ses conséquences dans votre portefeuille? Et vous répondez oui à 79%. Vous nous laissez aussi beaucoup de commentaires pour Christina, c'est évident, on le voit dans le prix de la nourriture par exemple. On a Mireille en colère qui nous dit tout est bon pour taxer et augmenter les produits du quotidien. Et on a Elia plus perplexe qui nous dit les taxes se sentent dans le porte-monnaie et le réchauffement climatique se sent sur le thermomètre. Merci beaucoup Quentin Saunier, c'est éclairant. Allez, vous restez avec nous sur Sud Radio, il est 17h27, on revient dans un instant pour le tour de table des vraies voix. Tout de suite. 17h28 sur Sud Radio, qu'est-ce qui se passe? C'est le tour de table des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Florence Rouas voulait parler du rapport police-justice. Et d'ailleurs, pourquoi cette opposition? C'est la question que vous posez. Oui, tout à fait. À l'occasion de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, vous savez, cette note qu'aurait remise Gérald Darmanin à Laurent Nunez au sujet du rapport sur l'état de la justice, l'état des plaintes suite à l'affaire Liana. Ça a fait parler beaucoup, les syndicats de police se sont insurgés, n'ont pas apprécié finalement que la police soit mise en cause, et parce que en fait dans le rapport, pour résumer, il est dit que beaucoup de plaintes sont laissées sous le coude dans les commissariats. Alors est-ce que c'est la police qui est en cause, est-ce que c'est la gendarmerie, et puis alors les uns se renvoient la balle, bref. Moi, je trouve que tout ça est un débat qui est assez vain et qui n'a pas d'intérêt. Ça me rappelle, vous savez, le 15 avril 2011 est entrée en application la loi sur la présence de l'avocat en garde à vue. Et donc, je me souviens, je suis intervenue tout de suite, j'ai fait beaucoup de permanences, nuit et jour, etc. Donc j'ai rencontré à cette occasion beaucoup de policiers et quelques gendarmes aussi, parce que je suis intervenue aussi en gendarmerie. Et au départ, je voyais un peu les réticences. Alors, je suis pas magistrat, je suis avocate, donc je viens d'assister quelqu'un qui est gardé à vue, mise en cause. Donc le regard est encore différent que de la police et la gendarmerie à l'égard de la magistrature. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait quand même une défiance des policiers à notre égard, parce que qu'est-ce qu'on venait faire dans leurs pattes à assister quelqu'un, peut-être les
les empêcher de mener leur investigation comme ils le souhaitent, leurs auditions, etc. Et moi, je me souviens que j'ai eu des discussions avec les policiers, parce qu'en plus, j'aimais bien, je trouvais ça super intéressant, j'étais super contente d'aller en pleine nuit, aller assister à un gardé à vue, je trouvais ça, enfin, il y avait quelque chose de romanesque, limite, voilà. Et j'ai beaucoup discuté avec les policiers et avec les gendarmes, parce que je les voyais quelquefois, ne pas être très contents, et j'ai toujours plaidé en faveur, finalement, et c'est un peu ce que je veux dire, le message que je veux faire passer, j'ai toujours plaidé en faveur de cette, de cette coexistence pacifique entre police et justice. Et a fortiori, nous, en tant qu'avocats, où nous sommes vraiment de l'autre côté de la barre, et en disant à beaucoup de policiers, mais vous savez, nous, on vient faire notre boulot, vous êtes là pour faire votre travail. En fait, chacun sa place et on se respecte, et c'est très bien. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est que nous sommes tous des maillons d'une chaîne, dans le cadre d'un maillage social, police. Et vous êtes tous aussi nécessaires les uns que les autres. Tous aussi nécessaires, tous à devoir se respecter. Et quelque part, moi, je me suis jamais opposée comme ça, bêtement, à l'égard des policiers, même vis-à-vis de mes clients. Je leur disais, attendez, chacun fait son travail. Et c'est comme ça que d'ailleurs les choses avancent intelligemment et qu'on va vers une justice finalement juste. Voilà, une juste peine. Parce que c'est la finalité des magistrats, c'est de rendre au bout de la chaîne la juste peine. C'est un concept qui parle. Et ben c'est quand chacun se respecte et qu'il n'y a pas des oppositions stupides. Voilà, ça, je pense que c'est important. Peut-être parce que c'est ma formation de médiatrice et que je cherche toujours à si vous voulez, la résolution du évite le procès, quoi. C'est ça en fait. Moi, je supporte pas le conflit, quoi. Je trouve que c'est pour une avocate pénaliste. Mais parce que c'est contre-productif. Parce qu'en réalité, on a des meilleures réponses en cherchant justement à arrondir les angles et justement par la résolution du conflit. D'ailleurs, les magistrats aiment la médiation parce que pour plein de raisons. Donc c'est un boulot pour eux aussi. Bruno Pomar, vous la ressentez, cette opposition dont nous parle Florence ? Écoutez, à un moment donné, on a mis un peu en face à face, on l'a vu il y a quelques temps, du temps où Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur. Vous savez, le fameux syndicat Alliance avait dit le problème de la police, c'est la justice. Je trouve que c'est désastreux de dire des choses comme ça. Voilà, parce que ça, la police, la justice, c'est rien, et ça, la justice, la police, c'est rien. Je veux dire, c'est un travail, tu l'as dit, collectif, qui est clair. On a besoin des uns des autres pour travailler. On peut ne pas être d'accord, évidemment, ça c'est un sujet complémentaire, mais encore une fois, il est impossible, surtout dans la conjoncture actuelle, où on a de plus en plus de délits, et on l'a vu, de vol avec violence. De cambriolage aussi, etc. On a vu ça aujourd'hui à Lyon, là, ça explose. Les magasins, on l'a vu à Lyon encore hier. Bref, donc tout ce travail-là, il faut essayer d'être le plus concis, le plus précis possible, pour travailler main dans la main, pour trouver des réponses. Alors c'est vrai que ce soit la police ou la justice, tout le monde a des problèmes, manque d'effectifs. La base même, c'est manque de ressources humaines. Et puis il manque de sous, en fait, d'argent. Pour recruter. L'argent, on peut envoyer beaucoup d'argent à l'Ukraine et il faut choisir. Ça, c'est votre opinion, Bruno Pomar. Oui, mais non, mais justement, des fois, il faut se poser les bonnes questions. On peut s'interroger. Vous pensez qu'il faudrait envoyer moins d'argent à l'Ukraine, vous ? Mais bien sûr, mais c'est un désastre en France. Regardez tout ce qui se passe. 11 500 plaintes par jour. Oui, mais il y a d'autres endroits où on peut faire des économies aussi. Ah, aussi, d'accord. Mais moi, c'est vrai, je fais un raccourci. Mais c'est la vérité. Notre police a besoin de plus d'OPJ. Alors c'est vrai que c'est moins glamour qu'avant d'être officier de police judiciaire. Mais il faut qu'on recrute et qu'on forme. Former un OPJ, ça se fait pas un claquement de doigts. Non, puis être OPJ, c'est une vocation. Totalement. Je veux dire, faut vraiment vouloir. Oui, parce qu'on n'est pas sur le terrain et on travaille sur les dossiers, donc c'est quelque chose d'important. La magistrature, les magistrats, il y a eu des embauches de magistrats conséquentes. Il y a un budget de la justice qui a été augmenté. Ce que j'ai du mal à comprendre, effectivement, c'est que cette lettre de Darmanin à Laurent Nunez soit sortie. Parce que ce qu'il dit dans la lettre, moi je veux bien, c'est insurge en disant « Ah, mais le ministre de la Justice a été 5 ans ministre de l'Intérieur et il n'a pas vu tout ça ». Ce qu'il dit, en fait, on le sait tous. Notre magistrate, notre avocate le sait. Donc, il n'y a rien de nouveau à l'Ouest. Le seul truc, c'est que ça fout la tension, encore une fois, entre les syndicats de police, la justice et la police. Voilà, ça fait un méli-mélo qui est gênant, parce que, encore une fois, on est là pour rendre la justice, pour protéger les victimes, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Quand on parle des viols sur mineurs et des mineurs qui font des viols sur d'autres mineurs, ça représente une augmentation de 77%.
Il y a tout un tas de choses. Et pour aider à la réinsertion aussi. Et la réinsertion, tu as raison. Pour aider à la réinsertion. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est essentiel. C'est vrai qu'on peut se poser la question du jeune qui part en prison à 25 ans et qui va en sortir à 50. Qu'est-ce qu'on va en faire? Non, mais de toute façon, c'est vrai que c'est relativement rare maintenant. Il faut vraiment avoir commis un crime assez grave pour y passer 25 ans. Oui. Mais même 10 ans, même 5 ans. Mais même 10 ans, mais oui, c'est terrible. Et puis, il faut les conditions de détention, la politique pénale. Alors, c'est un vaste sujet, parce que alors ça, moi, j'aurais fort à dire, puisque je considère que la prison n'est pas bonne pour tout le monde. Bon, enfin, ça, c'est encore un débat, un autre débat, etc., etc. Donc, c'est vrai que, non, il y a du travail, et moi, je trouve qu'on devrait mettre nos énergies ensemble, plutôt à s'opposer sur des petites guéguerres un peu, qui sont contre-productives, en plus, qui n'apportent rien. Bah tiens, on va parler de notre ministre de l'Intérieur avec vous, Bruno Pomar, parce que vous trouvez que Laurent Nunez, il est un peu sur tous les fronts cet été, il est un peu partout là. Oui, il a été. Alors j'ai vu un excellent article que je vous ai envoyé là, qui était intéressant, c'est je crois dans le Parisien, Nunez serviteur de l'été et après. Alors c'est vrai que Laurent Nunez, pour le connaître assez bien. Après, il n'est pas en vacances. Il n'est pas en vacances, mais de toute manière, un ministre de l'Intérieur, c'est toujours jamais au boulot, en vacances. C'est pas un ministre. En tout cas, c'est rassurant de se dire que le gars est là, quoi. Exactement. Pardon de le dire comme ça, mais c'est vrai. Exactement. Il peut pas faire comme Madame Barbu, partir dans le Var, regarder, faire des visioconférences. Finalement, elle a un rapport à rendre pour le mois d'octobre. Elle est pas partie. Oui, bon. On parle de la ministre de la Transition écologique pour les auditeurs. Allez-y, Bruno Pomar. C'est le ministère de l'emmerdement maximum, le ministère de l'Intérieur. C'est tous les jours, nuit et jour, c'est une cata. Et je pense que Laurent Nunez, alors je regardais avec attention cet article du Parisien qui disait qu'effectivement, est-ce qu'il ne devient pas un homme politique à part entière? La question se pose. Moi, j'ai toujours vu. Pensez qu'il a envie, surtout? Je suis pas sûre. Écoutez, je sais pas parce que alors c'est un pro-Macron, on le sait, ça c'est certain. Il a un parcours policier que personne ne remet en question. Il est apprécié de la police, malgré ce que peuvent dire certains. Il a été DGSI, directeur général de la sécurité intérieure. Il a été préfet de police. Il a été. C'est de quoi il parle, quoi. À l'antiterrorisme, il a été préfet de police à Marseille. Waouh, il connaît toute la maison, il faut pas lui expliquer. Et il a une forme de mission de médiation parce que le ministère intérieur, encore une fois, c'est très compliqué. Il faut pas avoir des ministres qui veulent à tout prix barouder, et voilà. Et on l'a vu encore une fois il y a peu de temps avec l'affaire du narcotrafic avec l'Algérie. On a tous rigolé, enfin certains ont rigolé en disant Darmanin, Nunez vont en Algérie, ils vont revenir sans rien. Ben résultat, on a coincé quand même. Alors ils sont pas arrêtés, mais ils sont mis en examen deux franco-algériens qui sont là-bas. Donc je veux dire, il a un profil qui est assez intéressant. Est-ce qu'il a un profil pour faire de la politique? C'est un homme de médiation. J'ai très envie, moi, franchement. C'est pas ce qu'il m'envoie comme info. Oui, c'est un technicien. Et moi, je le dis, je persiste. Mais c'est ça dont on a besoin à ce genre de poste. Absolument. Donc, finalement, qu'il soit partout, qu'on le voit partout cet été, Laurent Nunez, ça veut dire qu'il est au boulot, ça rassure les Français, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence Rouas? Oui, moi, c'est pas mon ministre, donc j'ai moins, je regarde moins ses faits et gestes. Mais Darmanin bosse aussi, on peut pas. Darmanin, c'est mon ministre, donc voilà, je regarde plus, C'est vrai qu'ils sont tous au boulot cet été. Voilà, donc tout le monde est sur le qui-vive. C'est vrai qu'il faut quand même être assez vigilant. Je pense que, Bruno doit le savoir mieux que moi. Je pense qu'il y a quand même des enjeux en ce moment à l'intérieur qui sont quand même assez pesants. On va notamment la question du narcotrafic, voilà, et puis les questions sociales, puisque voilà, questions climatiques, questions sociales. Enfin, il y a vraiment des sujets. Donc, je pense que personne n'est complètement serein. Il y a vraiment du pain sur la planche. Les deux gros sujets qui sont importants, effectivement, c'est la sécurité. Je pense que ça va être le sujet même essentiel avant le pouvoir d'achat et autres pour les présidentielles. De ces élections. C'est sûr et certain. Quand on voit les augmentations qu'il y a, et pourtant, ça n'empêche que nos policiers, on le voit bien avec notre auditrice tout à l'heure. C'est vrai que les gens, ils se serrent la ceinture puissance 1000. Mais même sur le pouvoir d'achat, je pense que la sécurité va être l'enjeu numéro 1 de la présidentielle, parce que effectivement on a beaucoup de parce qu'il y a des montées de violence partout chez les mineurs, etc. Les OQTF, les mineurs isolés qui représentent un nombre assez considérable. Il y en a 50 000 en France à gérer. C'est beaucoup. Ils sont pas tous responsables des problèmes de délinquance. Attention. Mais parlez de ceux qui sont à l'ASE là? Non, il y en a plus. Mineurs non accompagnés, mineurs isolés. Oui, ce sont des jeunes qu'on retrouve malheureusement. Mais même quand vous parlez de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est une catastrophe. Et le rapport d'Isabelle Santiago, c'est une tout
Tout est en catastrophe dans ce pays. C'est vrai qu'à l'ASE, c'est un vivier pour les trafiquants de drogue et pour les proxénètes, en fait. Grosso modo, les garçons, ils deviennent guetteurs et les filles, elles deviennent prostituées. Quoi. C'est le gros problème du placement, des placements en foyer. Ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'en entends parler. Les jeunes qui sont placés en foyer, qui font des fugues, qui tombent dans des réseaux de prostitution, qui fuguent d'ailleurs parce que ça les amuse. Et puis alors, les éducateurs laissent faire. Ils n'ont pas le droit, je crois, d'aller les chercher. Voilà, et puis au final, ils finissent par signaler auprès du commissariat de la gendarmerie, puis rentrent, etc. Mais parfois, moi, j'avais eu un dossier comme ça où la jeune fille, elle a été tombée dans un réseau de prostitution. C'était terrible. Donc, protégeons nos enfants, protégeons-nous. C'est bien d'avoir un ministre de l'Intérieur au travail, Bruno Pomar. Oui, les deux, le ministre de l'Intérieur en particulier, évidemment, mais qui travaille main dans la main avec Gérald Darmanin. Donc le coup de cette note qu'on a vue, effectivement, ça déstabilise un peu tout le monde, mais il y a vraiment une volonté, et Darmanin l'a montré aussi, d'avancer sur ces problématiques de sécurité, c'est essentiel. Et encore une fois, on a besoin pas de politique pure et dure dans ces postes-là, on a besoin de techniciens, parce que ça permet d'apaiser encore une fois un domaine qui est quand même très compliqué à gérer pour l'ensemble de nos près de 300 000 forces de l'ordre qu'il y a en France. Je pense aux gendarmes, aux policiers, et puis en marge évidemment avec sous la tutelle des maires de la police municipale. On a près de 300 000 personnes qui nous sécurisent tous les ans. Il faut les soutenir. On leur dit merci à nos forces de l'ordre. Vraiment, oui, c'est vrai. C'est être reconnaissant. Et merci à vous de nous écouter sur Sud Radio, il est 17h41. L'antenne, c'est la vôtre, vous le savez, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et puis commenter sur YouTube à ce que vous entendez. Et bien, puisque l'antenne, c'est la vôtre, dans un instant, on vous demande ce que vous feriez si vous étiez ministre. Tiens, allez, à tout de suite. 0826 300 300, le standard de Sud Radio, c'est votre standard, vous pouvez nous appeler évidemment. Et puis il est 17h42, donc qu'est-ce qu'on fait à 17h42 ? On vous demande ce que vous feriez si vous étiez ministre. Tiens. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. C'est tellement... Mais c'est pas vrai, ils travaillent, nos ministres. Il y en a qui bossent, heureusement, quand même. Allez, Quentin, bonjour Quentin. Bonjour les vraies voix. Bonjour, vous nous appelez de Lorient, dans le Morbihan. Tiens, il fait beau chez vous, non ? Du coup, il fait très beau là. Il fait pas trop chaud ? Il fait 30 degrés, il fait très très chaud. Ah ouais, bon. C'est bien, mais c'est pas toujours bien, quoi. Mais non, surtout parce que pour les Bretons, c'est la terre, la mer, le vent normalement là, donc effectivement. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est la terre, le soleil et un petit peu de vent. Non, pas Fire. Earth, Wind & Fire. J'adore les rêves de Bruno Pomar. Allez, Quentin, on va vous demander ce que vous feriez si vous étiez ministre du pouvoir d'achat en 3 points. Ok, alors je vais donc développer du coup trois petits points qu'on va aborder. Donc le premier, moi, ce serait de commencer. Jouer un petit peu. Alors bougez pas trop parce que ça saute quand vous parlez, donc approchez-vous bien de votre téléphone et restez là où vous êtes. Pardon, est-ce que vous m'entendez ? Oui, là c'est bon, allez-y. Oui, très bien. Alors moi je voudrais augmenter un petit peu le revenu pour les petits salaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des salaires assez faibles et qui n'arrivent pas à vivre correctement de leurs revenus. Donc j'aimerais bien leur permettre de trouver un meilleur travail avec un meilleur salaire. Ouais. Je voudrais réduire un petit peu certaines taxes. Celle du carburant notamment, parce qu'on voit que l'État prend beaucoup de taxes sur un gasoil qui dépasse actuellement les 2 euros. Je pense qu'on a moyen de travailler sur ce point. Oui. Je voudrais qu'on rémunère aussi les métiers un peu essentiels. L'éducation, l'hôpital, la santé. Qu'on les rémunère mieux, vous voulez dire ? Oui, pardon, c'est ce que j'ai dit. Vous avez dit qu'on les rémunère tout court. Ah pardon, oui, une fois qu'on les rémunère. A priori, heureusement pour eux, ils sont payés quand même. Oui, non, il faut payer, mais les mieux. Les plus gros salaires, j'ai compris. On a vraiment besoin de tous ces métiers. J'aurais un second axe sur les dépenses du quotidien. Je pense qu'il faudrait travailler sur une réduction du coût des transports en commun. Une carte de bus, moi, sur Lorient, ça peut monter jusqu'à 40 €, 50 suivant le profil de la personne. Par mois, ça peut être un certain budget. Je pense qu'on peut travailler peut-être à réduire ce prix d'abonnement, suivant les profils. Pareil, ça pourrait peut-être soulager un peu le pouvoir d'achat. Ouais. Les aides pour l'énergie. Il y a déjà des aides actuellement pour le chèque énergie, tout ça. Mais les aides à venir, c'est augmenter parce qu'il y a peu de personnes qui sont éligibles. Ouais. Et donc, je voudrais limiter la hausse des prix. Voilà. C'est un peu fantaisiste peut-être, mais de façon à mettre des produits d'hygiène, produits alimentaires plus accessibles pour tout le monde. Quand moi je me suis vu avec des copines qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des protections parce que c'est trop cher, c'est pas normal, quoi. C'est pas entendable. Donc voilà, c'est un des axes principaux. Et donc sur le dernier point, je voudrais donc plus travailler pour les jeunes, avec des aides pour les étudiants, une aide à l'installation quand on achète quand on s'installe dans un appartement, il faut acheter un four à micro-ondes, une machine à laver, tout ça, c'est des budgets. J'aimerais bien pouvoir faire un petit chèque pour aider ces jeunes quand ils s'installent.
faciliter l'accès au logement. C'est compliqué de se loger. Moi, sur une ville côtière comme Lorient, c'est très très délicat d'avoir des appartements qui dépassent pas les 5, 600, 800 euros pour un studio ou pour un petit appartement en T2. Donc j'aimerais bien faciliter l'accessibilité du logement aux jeunes et aux étudiants. Ouais. Et je voudrais, sur un dernier point, faciliter des débuts dans la vie professionnelle de ces jeunes. Pareil, en leur donnant plein de solutions, en allégeant encore un peu plus ces cotisations sociales pour les employeurs, qui forcément par un levier mécanique encouragera, je pense, l'embauche. On vous entend, c'est des bonnes propositions, Quentin. Il y en a qui sont des presque fantasmagoriques, certaines, j'ai envie de dire. Ouais, mais à commencer, mais celle-là, elle n'est pas fantasmagorique. Tiens, effectivement, que nos travailleurs pauvres ne soient plus des travailleurs pauvres. C'est-à-dire, c'est pas normal que quand on travaille, effectivement, 5 jours par semaine, 8 heures par jour, on soit pauvre, en fait. Florence Roux, c'est un vrai souci là-dessus. Oui, parce qu'on revient à la question du coût de la vie et du fait que beaucoup de gens ne s'en sortent pas et qu'à partir d'une certaine date dans le mois, ils ne parviennent plus à faire face à toutes leurs dépenses. Beaucoup de familles monoparentales aussi. Donc oui, il y a la vraie question du pouvoir d'achat. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Les aides, comment les répartir. Ça revient un peu à ce que disait Bruno Pomar tout à l'heure, c'est-à-dire aider, financer, subventionner, d'accord. Oui, mais comment Oui, c'est ça. Voilà. Parce que c'est bien d'aider X, Y, Z, mais il y a des priorités. Il faut déjà aider les gens en France, quoi. Ouais. Et les jeunes, comme les le jeunes. disait Alors les jeunes, c'est un vrai sujet. Moi, je suis entièrement d'accord. Sur cette rémunération augmentable et à augmenter des métiers en tension, ça vous parle, Bruno Pomar, parce que c'est vrai que ça soit nos infirmiers, nos pompiers, nos policiers, etc., ils gagnent quand même pas beaucoup de sous par rapport à ce qu'ils donnent en dévotion, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est encore une fois, c'est où est-ce qu'on met l'argent ? C'était la question se pose. Je la posais à notre ministre potentiel. Du pouvoir d'achat. Il a fait plein de propositions. Où est-ce que vous avez mis l'argent, Quentin ? Ouais, c'est très intéressant ce qu'il nous dit, effectivement. Je pense qu'en cherchant, on peut le trouver, l'argent. Là, je ne sais pas si vous avez vu la publication de ces derniers temps sur Internet, mais de ce que j'ai compris, le gouvernement, je crois que c'est brésilien, il me semble, va s'engager à réduire le salaire de ses ministres si jamais il n'arrive pas à atteindre les objectifs de baisse de la dette. Oui, mais alors, mon cher ami, moi j'entends ce que vous dites, baisser le salaire du Premier ministre brésilien parce qu'il n'est pas dans les clous, ça ne va pas faire remplir les caisses de l'État pour autant, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, diminuer le nombre de fonctionnaires dans l'administration. Moi, j'irai plus dans les collectivités locales parce que j'ai connu ça en tant que maire du rural. Effectivement, si vous me parlez diminuer le nombre de policiers, diminuer le nombre... Je parlais de l'administration, oui, précisément. Mais bien sûr, évidemment, mais on a laissé tout faire pendant des dizaines d'années. On a fait du clientélisme et les politiques l'ont fait de gauche comme de droite, en embauchant à tout va des gens, voilà. Et malheureusement, on le voit dans pas mal de collectivités, quoi qu'on dise. Alors, localement, si vous appelez un politique, il va vous dire non. Ben si, on a des doublons partout, on a les grandes régions, les départements, les agglos, enfin bref, il y a un nombre incalculable de gens, de fonctionnaires assimilés, je dirais. On se demande où on va. Donc, et il faut salaire chargé aussi, ça coûte des sous, oui, tout non, ça. Il faut remettre tout ça à plat. Vous vous rendez compte, le chantier, je vous dis, le prochain présidentiel, il a intérêt d'avoir un programme sérieux, parce qu'il faut surtout revoir concret, je le redis, on a envie de rentrer dans le concret, c'est-à-dire que les grands idéaux, les grandes projections, ça va à un moment donné. Qu'est-ce que vous avez comme piste concrète maintenant et comment vous allez arriver à telle projection dans 2 ans avec ces pistes-là ? En fait, on aurait presque envie qu'ils nous fassent un business plan, Florence Roux. Oui, c'est vrai. Et en plus, je pense que le nerf de la guerre, c'est la remise en route de l'ascenseur social. Moi, j'ai lu le bouquin un escalier en France, c'est pas un ascenseur. Du prix Nobel d'économie qui a écrit avec 2 autres auteurs, donc Philippe Aghion avec Elie Cohen et un troisième, je ne sais jamais son nom. Ils ont écrit un bouquin justement sur comment identifier les problématiques françaises et pourquoi notre économie et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est les conséquences est à l'arrêt. C'est vrai que ce qui ressort de façon fondamentale, c'est 2 sujets. Un, l'ascenseur social, et deuxièmement, mais c'est lié, l'école, avec finalement beaucoup de défaillances. Alors non pas dû à la qualité des enseignants, mais à un système qui n'est plus adapté. Ça, franchement, il y a un chantier sur l'école. Je veux dire, c'est on pas a bien compliqué. vu ce qui s'est passé, notamment avec le périscolaire. Florence,
tu dis ça, mais le sujet, il existe depuis un paquet d'années. Le classement PISA, on est à la gamelle. On est 26e. Mais non, mais voilà, on était dans les premiers. Enfin, à un moment donné, il faut... Bon, mais moi, je parle même pas en termes de niveau, je parle aussi en termes d'attractivité. De prise en charge des enfants. De prise en charge, d'attractivité, comment donner le goût, parce que voilà, on se plaint du narcotrafic. On ne sait plus comment finalement éradiquer ce fléau. C'est vrai que dans certains quartiers, les gamins, ils n'ont pas vraiment d'autres choix. Voilà. Ouais. Donc il y a quand même c'est un sujet sensible à mon sens. Moi, quand j'étais petite, il y avait des MJC dans tous les quartiers. Il n'y a plus d'MJC, ça, Bruno Pomar. Oui, on a des quartiers qui sont complètement. Mais il manque de tout dans ces quartiers, des services publics et autres. Et encore une fois, si la base même, c'est quoi cette société? C'est la famille, et on s'occupe des enfants. Ce qu'on voit, toutes les dérives qu'on voit de violence, de narcotrafic, de jeunes qui font les choufs, etc. À la base, c'est le social, c'est-à-dire travailler sur la famille. Les éducateurs, moi je le fais tout au long de l'année avec mes équipes, et Dieu sait s'il y a un travail immense à mener si on veut pas avoir ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire ces montées en flèche de violence, etc. entre jeunes. Exactement. Il faut faire du social, à proprement parler. Certains vont dire ça sert à rien. Et de l'éducatif. Et de l'éducatif, voilà, prévention, éducation, et c'est ça la base même, c'est le ciment même de notre société. Vous nous avez donné des bons sujets, Quentin, hein, bravo. Écoutez, ne changez rien, et restez avec nous d'ailleurs, parce qu'on va jouer maintenant, vous le savez ça. Oui, le blind test. Vous savez que c'est le blind test là. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Alors aujourd'hui, comme j'ai 2 vraies voix, c'est chacun pour sa pomme, Quentin. Il faut bien crier dans votre téléphone, hein. Sinon, vous n'entendrez pas, parce que des fois, il crie plus fort que vous sur le plateau, hein. C'est quel style vos musiques, ma chère? Alors aujourd'hui, spécial voyage. Alors il y a quand même pas mal de chansons sur New York. Bizarrement, je savais pas que vous partiez à New York, mon cher Bruno. Donc voilà, spécial voyage. Vous êtes prêts? Florence aussi, non? Oui, Florence aussi part à New York. On incroyable. se retrouve tous à Paris, on va faire une grande fête là. Et donc il y a quelques chansons sur New York, mais il y en a d'autres aussi. Vous êtes prêts? Vous êtes bien prêts tous, hein? Tous, allons-y. Allez, numéro 1. Voyage. Ah, vous l'avez dit, Quentin? Désiré. Bravo. J'aime bien cette chanson. Allez, numéro 2. Je sais plus qui c'est ça. Ah bah si, quand même. If you need a holiday. Ouais, je la connais, mais je sais plus qui c'est. Madonna. Ah bah bravo, Madonna, quand même. Mais enfin. Mais des fois, Mais enfin. La Madonna. Florence. Ouais, c'est vrai, non mais vraiment. Madonna, en dessous quoi. de tout là. Mais elle continue à chanter, hein. Allez, numéro 3. Ah ouais, téléphone. Bravo. Ah, là, c'est les classiques. Là. Quelle rapidité. Ah oui, non, mais chacun un point pour l'instant, hein, donc tout va bien, Quentin. Vous pouvez encore gagner. Numéro 4. Sting. Bravo. Ouais, bravo. Alors attention, c'est Sting ou c'est Police? Non, c'est Sting. C'est Sting, ça. Ah bon, attention. Ouais, Hein, c'était là, vous êtes fait faire le cadeau à notre auditeur. Hein, Allez, numéro 5, ça c'est un classique. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui Bruno, un seul point, attention. Hein. C'était beau, Jacques Brel. Allez, numéro 6. Ah ouais, c'est... Non. On va le chasamer, en fait. Je sais plus qui c'est ça. Cranberry. Oui, ça c'est le nom de la chanson, Quentin. Cranberry, non? Quoi? Non, quelque chose d'autre. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Je sais pas qui c'est. Personne ne sait? Non. Vous êtes sûr, Quentin? Vous avez chasamé ou pas? Ouais. Allez, Alors, j'ai pas le temps avec le téléphone. The Mamas and the Papas. Ah oui, The Mamas and the Papas. Les mamans et les papas. On les aimait bien, eux. Hein. Allez, numéro 7. Bravo. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Ça danse dans le studio, attention. On adore, on s'éclate sur Sud Radio. Allez, numéro 8. Il y en a 2. Avec Jay-Z, je crois. Non. Redites-moi ça, Quentin. Non. C'est Jay-Z avec Alicia Keys. Bravo. Alicia Keys, bravo. Jay-Z, il y a Jay-Z aussi. Il est bon, Quentin. Il est DJ, en fait. C'est un vrai vous avez DJ. vu, je vous ai mis plein de New York. Hein. Ouais. Elles adorent New York. On adore New York. Allez, numéro 9. Ah ouais, c'est... Oh mince, le mec avec le masque. Daft Punk. Bravo. Merci. L'honneur est sauf, il a eu 2 points.
Je l'avais, mais je vous laissais un peu de point d'avance. Ah, c'est mignon, Quentin, vous êtes gentil. Allez, c'est la dernière. Bon, on sait déjà qui a gagné. Les Beatles. Bravo. Je pensais dire Nougat York avec Nougaro et tout. Quentin, vous avez gagné avec 4 points. Bon, ça va. Hein Bruno, vous avez 3. Bon, ben donc. Et moi Florence, vous avez 2. Oh là là, vous êtes la mauvaise élève. Je suis nulle. Pourtant. Non, Madonna, mais choquée quand même. Ouais, vous mais écoutiez c'est pas parce ça que quand vous étiez petite, vous? Non, je suis pas très Madonna. Moi, j'étais très Madonna. Hein. Je continue à l'écouter, elle continue à chanter, c'est incroyable. Elle a 67 ans. Il aurait fallu poser des questions sur le code pénal. Non, mais la musique, moi je suis fan, j'écoute de la musique tout le temps, mais c'est marrant. Quentin, vous nous rappelez quand vous voulez. Oui. Si vous voulez jouer. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'avoir joué avec nous. À bientôt. Salut. Allez, merci beaucoup. Si vous voulez faire comme Quentin et que vous voulez partager une expérience, jouer avec nous, ou quoi que vous ayez envie de dire, d'ailleurs, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS avec VV au 7 20 18 ou alors carrément nous envoyer un email à jeparticipe@sudradio.fr. Ça, c'est pour le blind test. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Ça va être notre grand débat et on se pose la question justement sur ce narcotrafic qui explose par voie aérienne. Roissy, Orly sont touchés. Comment ça se fait, tiens? Eh ben, on va le savoir peut-être. À tout de suite. Voyage, voyage. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. Vous avez bien raison. Puis nous, on est bien avec vous. C'est les vraies voix de l'été qui continuent. Allez, un petit rappel de vos vraies voix du jour. Les vraies voix Sud Radio. Vous êtes avec Florence Rouas, avocate pénaliste, spécialiste du droit de la famille et de la protection de l'enfance. Ma chère Florence, bonsoir. Bruno Pomar, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien membre du RAID, toujours là, fidèle au poste. On a besoin de gens comme madame. Ouais. Pourquoi? Parce que le droit de la famille, ce qu'on disait tout à l'heure, sur tout ce qui se passe dans cette société ultra-violente où la jeunesse... Et on a besoin d'avoir des avocats, des gens qui sont capables de prendre en charge les familles et autres. Merci. On en a pas assez, malgré qu'il y ait... Et les criminels aussi, hein. Oui, les mises en cause, et puis aller vers, comme on disait, une vraie politique pénale. Il y a des choses à faire sur ce terrain. Alors, il y a un sujet un peu comme ça pour notre grand débat. C'est parti, les 18h03. Les vraies voix Sud Radio. C'est une alerte lancée par Clémence Girard, qui est vice-procureure au tribunal judiciaire de Paris, chargée de la lutte contre la criminalité organisée. Selon elle, le trafic de stupéfiants par voie aérienne s'accélère. Orly et Roissy sont devenus d'importantes portes d'entrée pour les réseaux criminels qui utilisent des mules, des bagages ou encore le fret pour acheminer la drogue. Un phénomène qui prend de l'ampleur et qui mobilise de plus en plus les enquêteurs. Alors on vous pose la question sur ce narcotrafic, et on se la pose nous aussi d'ailleurs. Pourquoi il explose par voie aérienne ce trafic, ce narcotrafic? Vous pouvez aller commenter sur YouTube et puis nous appeler 0826 300 300. Je vais commencer par vous poser la question à vous, Bruno. Vous êtes policier, je le rappelle. Bruno Pomar, pourquoi est-ce qu'ils passent par voie aérienne de plus en plus, les narcotrafiquants? Parce que, encore une fois, le trafic est exponentiel. On sait qu'en France, ça représente entre 7 et 10 milliards le trafic de stupes. Donc, automatiquement, il faut amener de la matière. Et on le voit bien avec ce trafic qui est... On parle de la Guyane. Tiens, je vais venir à la Guyane directement parce que j'y étais il y a pas longtemps. Les gens de la PAF qui font un travail formidable avec les scanners, avec tout ce qu'on peut imaginer, refoulent parfois sur un vol 30 à 40 personnes qui sont chargées comme des mules, c'est le cas de dire, avec de la coque. Donc, ce que fait... C'est la grande partie du trafic, d'ailleurs. Bien sûr, on envoie des dizaines et des dizaines de personnes, comme ça on noie évidemment les contrôles, parce qu'à un moment donné... Il y en a 2-3 qui vont être chopés, mais pas tous. Et voilà, donc ça c'est un élément important. Mais il ne faut pas oublier quand même les ports, qui sont quand même un passage obligé, les conteneurs, etc., où là, la grande majorité des stupes passent par les ports. Pour revenir à notre sujet, quand même quelques chiffres. 9 tonnes de stupéfiants ont été saisies en 2025 à Roissy, Charles de Gaulle et Orly, soit plus du double des quantités interceptées en 2024. La plus grande partie, on le dit, passe par des mules, c'est-à-dire des passagers qui transportent la drogue dans leur bagage ou sur eux. En 2025, les saisies liées aux mules aériennes auraient dépassé 6 tonnes. C'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, il y en a beaucoup plus qui passent, quoi. Et puis, la cocaïne représente 85% de ce trafic. Il y a 2,6 kilos par mule. Florence, vous en avez eu des cas comme ça? Non, jamais. Moi, je fais pas de stupes. C'est un domaine que Par choix? Oui, par choix. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pitoyable, parce que ces pauvres gens qui font... pardon de réagir comme ça, mais ce sont des pauvres bougres qui font la mule, vous voulez dire. Qui font la mule. On le voit, parfois ils transportent ça ils ingèrent des produits comme ça, de façon à passer au travers des contrôles.
Voilà, et c'est vraiment l'exploitation de l'homme par l'homme. En plus, c'est une façon, en fait, c'est un véritable esclavagisme des temps modernes. Donc, voilà. C'est très compliqué. Je vous dis, moi, je prenais l'exemple de la Guyane parce que il y a eu des déplacements de ministres de la Justice précédents. Je pense à Dupond-Moretti, mais également des ministres intérieurs. Et effectivement, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour resserrer encore une fois les contrôles. Mais c'est vrai que quand vous avez 30-40 types qui prennent un avion, quelles que soient les compagnies aériennes d'ailleurs, et avec quel risque? Parce qu'on leur donne 3-4 000 euros, ils arrivent en métropole et ils dépassent, vous les voyez repartir avec un sac de marque ou autre. Mais ces gens-là prennent des risques considérables, à type à faire des overdoses également. Parce que on ingère toutes ces pastilles de cocaïne, etc. Qui peuvent exploser. Totalement. Donc ils boivent pas. Enfin bref, ils sont dans l'avion, ils bougent pas, ils sont figés pendant 10 heures. Ils sont remarquables dans le sens on peut les remarquer quoi. Oui, mais bien sûr, les policiers ont l'habitude. C'est de l'esclavagisme moderne. C'est terrible. Hein. Allez, on vous pose la question sur ce que vous en pensez, sur ce qu'on dit sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. On est avec Cédric qui nous appelle de Narbonne. Bonsoir Cédric. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Je suis un petit peu quand même étonné qu'en fait il ait fallu que ce soit un magistrat qui tire la sonnette d'alarme. Les procureurs, le procureur, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Chargé de la lutte contre la criminalité organisée quand même. À un moment donné, il faut peut-être un petit peu ouvrir les yeux. C'est pas d'aujourd'hui, il y en a de partout. Moi, je suis de temps en temps certaines émissions qui en parlent depuis des années, les douanes sous surveillance, que ce soit en Espagne, que ce soit en Suède ou au Danemark. Ces pays-là, en fait, ils sont précurseurs de tout. Et le pire, les plus gros précurseurs, ce sont les trafiquants qui arrivent même maintenant à imbiber la cocaïne, l'héroïne dans le vêtement. Oui, donc à un moment donné, il faut peut-être un petit peu être plus intelligent. Ah oui, carrément. C'est-à-dire qu'il implante dans le vêtement. C'est-à-dire qu'en fait, le vêtement de par lui-même, il est imbibé. Après, il est retraité. Et puis, il récupère la drogue comme ça. Donc, il y a les fonds. Il y a l'autre jour que j'ai vu sur une émission, ils avaient trouvé sur un clavier de synthétiseur dans les tirettes de clavier de synthétiseur. Ils sont tellement précurseurs de toutes ces choses-là qu'en fait, ils testent. Et si ça marche, ça passe par avion. Voilà. Et on nous tire la sonnette d'alarme en nous disant attention, ça arrive partout, mais ça fait des années. Bon, après, on en a dans l'hémicycle aussi. On va peut-être commencer par faire le tri un petit peu dans l'hémicycle déjà. Et puis peut-être qu'on aura peut-être des débats qui seraient peut-être un petit peu plus importants. Mais ça, c'est pour la petite. Oui, c'est pas tout le monde non plus, Cédric. Non, c'est pas tout le monde. Mais à un moment donné, quand même, ce sont nos impôts. Ces gens-là font n'importe quoi. Et j'ai entendu Monsieur Nunez qui nous a parlé du contrôle aux frontières. On est allé la semaine dernière, il y avait personne. Vous voulez dire du contrôle aux frontières après la crise avec CETA, c'est ça, avec la CETA? Ouais. Mais bien sûr, mais même avec cette crise, il y avait après, on est encore dans l'espace Schengen quand même. En duel, et ils étaient en chouf, comme on dit eux aussi, pour voir s'ils chopaient pas des camions. Ils en ont chopé un. Mais le trafiquant de par lui-même, il passe. Alors, les trafiquants, justement, ils se servent de différents... ce que disait Bruno Pomar, il n'y a pas que les avions, il y a les camions, effectivement, il y a les bateaux, il y a les containers, etc. Bon, cela dit, à Roissy, le nombre de passages interceptés avec de la drogue, il est passé de 190 en 2022 à 225 en 2023 et à 278 en 2024. On peut parler des consommateurs. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. On peut parler des consommateurs en fait, parce qu'il y a aussi une consommation. Oui, Cédric. Oui, je disais ceux qui ont été attrapés et tous ceux qui sont passés à côté, parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'en fait, on est un pays, la France est le pays le moins contrôleur d'Europe, alors qu'on ne fait partie des plus grands pays d'Europe. Moi, j'ai pas les chiffres de ce que vous avancez, Cédric. Donc, alors, attendez, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Merci, Cédric. On vous entend, on vous écoute. Merci beaucoup. Florence Rouas, on peut se poser la question du consommateur maintenant, parce que mine de rien, si ça augmente, c'est parce que la consommation augmente en fait, tout simplement aussi. Oui, mais moi, je trouve que ça a bon dos de mettre ça sur le dos du consommateur. Oui. Voilà. Pourquoi s'il n'y avait pas de consommateur, Florence, il n'y aurait pas de trafic. Oui, mais il y a une question d'offre et de la demande. En réalité, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sollicitation ça arrange finalement les trafiquants, surtout qu'il y ait des consommateurs. Moi, j'aurais plus tendance à avoir le sujet dans le sens inverse. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de dire que le trafic de drogue est dû à la demande de consommation, mais plutôt qu'en fait, il y a des sollicitations
formation. Vous savez, comme à l'époque, je me souviens, il y avait des gars qui venaient à la sortie des lycées pour proposer à des jeunes de la cocaïne ou du cannabis, etc. Et finalement, pour créer, et nous on le voyait, je me souviens quand j'étais jeune avocate et que je m'occupais notamment de tous ces petits dossiers de trafiquants de stupes, c'est vrai qu'il y a aussi une façon de faire, de rendre addict à la drogue pour que après, eh bien, c'est des petits jeunes qui sont dans des situations de précarité, parce que ça, c'est pas le gosse de riche à qui on va proposer de la cocaïne à la sortie de tel ou tel grand lycée parisien. Il se l'a fourni autrement, lui. Voilà, aujourd'hui c'est autre chose. Aujourd'hui vous avez Uber Sheet, etc. Mais moi je me souviens de l'époque où en fait il y avait des jeunes à qui on proposait de la drogue et on faisait en sorte finalement qu'ils deviennent totalement toxicomanes et addicts, pour qu'à leur tour finalement, pour se payer leur consommation, ils aillent finalement trafiquer et deviennent des vendeurs de drogue. Donc si vous voulez, le sujet il est presque interactif. C'est un peu simple de mettre le dos sur le petit consommateur, soit de cannabis, soit de cocaïne, parce que la cocaïne n'est plus ce qu'elle était avant. C'était une drogue un peu mondaine et de gens maintenant, un peu. Ça s'est démocratisé, comme on dit. Oui, démocratisé. C'est n'importe qui en prend, qui pense que c'est de bon ton, que ça peut aider à travailler. C'est aussi, là aussi, il y a un vrai problème. Faut quand même rappeler que c'est une drogue dure. C'est une drogue dure, c'est extrêmement dangereux. Le cannabis aussi, c'est extrêmement dangereux. Surtout qu'on sait aujourd'hui que dans le cannabis actuel, il y a des produits, des additifs, ou je sais pas comment on peut appeler ça, qui sont dosés de façon assez importante, beaucoup plus importante le THC. À chaque fois j'ai du mal avec ce terme, le THC qui est dosé de façon très importante, beaucoup plus importante qu'il y a 20, 30 ans, 40 ans. Et qui fait justement que non seulement la jeunesse devient addicte, deuxièmement, ça attaque les cellules. Tous les pédopsychiatres, attirent l'attention, les neurones. Tous les pédopsychiatres attirent l'attention justement sur la gravité de cette addiction, parce que ça a créé des problèmes d'ordre psychologique et parfois qui ne sont pas réversibles, du type des états de schizophrénie, etc., des jeunes qui finissent hospitalisés dans des unités psychiatriques et tout. Donc il y a un travail à faire de prévention, certes de répression des gros réseaux de criminalité, de trafic, mais je crois que c'est un peu simple de dire c'est de la faute aux usagers, parce que finalement s'il n'y avait pas finalement des usagers, il y aurait pas de trafic. C'est bidon ça. C'est totalement. C'est pas parce que le type il va fumer un pétard de cannabis. Le ministre Darmanin, quand il était à l'intérieur, et puis Dupond-Moretti, il a aussi dit ça, que chaque consommateur a du sang sur les mains. Oui, mais alors ça, moi je trouve ça n'importe quoi. Alors je suis pas du tout d'accord avec ça. Je serais plus mesuré que toi sur le sujet, parce que encore une fois, tu te drogues pas, on se drogue pas, que je sache. Non. Moi je suis tous les matins avant de venir à la radio. Non mais c'est ça le truc. Et s'il n'y a pas aussi autant de consommateurs, alors je comprends qu'il y en ait qui soient embarqués parce qu'il y a des représentants de commerce de la drogue qui leur disent vas-y prends ça te fait du bien, ça va te faire partir ailleurs, c'est très bien. Je l'entends bien, faiblesse des gens, etc., problèmes perso, elle peut amener les gens à consommer de la drogue, mais en même temps il y a quand même une responsabilité du consommateur, on peut pas non plus l'enlever. Si on arrive à faire un budget, si on arrive à faire des budgets qui avoisinent les 7 à 10 milliards par an, c'est pas que des gens qui proposent comme ça de la drogue, parce qu'il y a un phénomène de société aussi, qui va mal, une jeunesse qui va mal. Alors ça, c'est ça les vraies questions. Les vraies questions, c'est Florence Oise. C'est finalement pourquoi ne pas réfléchir justement sur les raisons pour lesquelles des jeunes se mettent à fumer de cette manière. Et puis il n'y a pas que des jeunes, il y a toutes les catégories sociales, les catégories socio-culturelles, tout ce que vous voulez. Et tout le monde a recours à ça. Et ils se font même livrer maintenant par des petits chauffeurs Uber qui viennent livrer. Donc je trouve ça, il y a quelque chose de pathétique en fait. C'est les questions, elles doivent être là. D'aller dire que le consommateur a du sang sur les mains, non, moi je dirais plutôt que c'est les pouvoirs publics qui ont du sang sur les mains, parce que quelque part ce trafic. Alors attendez, c'est un peu la société comme elle est montée depuis le départ. Il y a quelques jours, j'ai reçu Benjamin Cyr qui a écrit en fait un livre sur le contrôle de la drogue en fait depuis le début de nos sociétés. Ça a commencé en fait avec le commerce des épices au départ. C'est-à-dire que notre société dans son intégralité a été montée sur la dépendance en fait, que ça soit à des goûts au départ, donc quand ils importaient le chocolat, le café ensuite, le tabac, etc. Et c'est là qu'on a commencé à rentrer dans la drogue dure. Donc c'est pas les pouvoirs publics, c'est la manière dont notre société est structurée qui pose un problème en fait. Quand on laisse finalement une jeunesse dans les cités
ça donnait finalement au trafic de stupéfiants de la cave au plancher, c'est le cas de le dire, hein. Quand on se pose pas les vraies questions sur pourquoi ces jeunes sont dans des cités, sont à la merci de parce qu'ils gagnent un SMIC en une journée, Florence Rouas. Oui, mais un SMIC en une journée quand vous crevez de faim. Oui, mais c'est une vraie question. Ça veut dire, et pourquoi crèvent-ils de faim? Pourquoi ils ne sont pas à l'école? Pourquoi on leur donne pas une école qui soit attractive? Pourquoi on leur donne pas du rêve? Pourquoi on leur met un plafond de verre en se disant que finalement, c'est soit ils font ça, soit ils finissent par des petits boulots minables, mal payés, maltraités. Donc c'est ça aussi, c'est les questions qu'il faut poser. Voir, c'est l'éducation effectivement dans son intégralité. Aussi, on va continuer ce débat et on va entendre votre opinion, Bruno Pomar, dans un instant. Il est 18h15 sur Sud Radio. Restez avec nous pour la suite du grand débat. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Et je vous rappelle à 18h16 sur Sud Radio que nous sommes avec Florence Rouas, qui est avocate pénaliste, spécialiste du droit de la famille et de la protection de l'enfance, ainsi que Bruno Pomar, qui est président du think tank Initiative Sécurité Intérieure et ancien membre du RAID. Allez, c'est la suite de votre grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Clémence Gérard, qui est vice-procureur au tribunal judiciaire de Paris, est chargée de la lutte contre la criminalité organisée, tire la sonnette d'alarme. Le trafic de stupéfiants par voie aérienne s'intensifie. Orly et Roissy sont aujourd'hui des portes d'entrée importantes pour les réseaux criminels. Mules, bagages, fret aérien. Les trafiquants multiplient les méthodes pour faire entrer la drogue sur le territoire et tenter d'échapper au contrôle. Alors on vous pose la question, puis on se la pose nous aussi. Ce narcotrafic, pourquoi est-ce qu'il explose par voie aérienne? Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez commenter aussi ce que vous entendez à l'antenne. Alors, Bruno Pomar, il y avait ce que disait Florence à l'instant, mais moi je voudrais aussi vous lancer sur ce sujet. En fait, la région parisienne, c'est comme un hub pour tous les modes d'importation, c'est-à-dire qu'en fait, ils se servent de Paris, ça vient de Roissy à Orly parce que ça arrive à Paris, et ensuite ils déversent sur le territoire national. Oui, tout à fait. Il faut savoir, même la France, géographiquement, regardez, on est entouré d'océans, de mers. Donc déjà, il y a cet aspect-là, aérien et maritime, on l'a dit tout à l'heure. La France, effectivement, est un point central, et Paris également, qui permet effectivement d'arroser l'ensemble des villes de France. Il ne faut pas oublier non plus aussi le trafic qui arrive d'Espagne et du Maroc. Attention, oui, avec les véhicules, voitures, avec les go fast. Les go fast, combien de fois mes copains du RAID en ont fait. Au début, on en faisait très très peu, et puis maintenant on en fait en quantité. Même la gendarmerie, le GIGN, bref. Tiens, d'ailleurs, ils récupèrent les voitures ensuite, non, quand ils les chopent. Oui, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une bonne chose, effectivement. Elles servent pour nos policiers et nos gendarmes. Pour aller les choper derrière, c'est mieux d'avoir des voitures de la même qualité. Il faut mieux avoir des grosses voitures, des grosses Audi bien puissantes. Mais oui, encore une fois, on est submergé par ces quantités de drogue qui arrivent et qui sont évidemment distribuées sur le territoire, et avec quel résultat on voit, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui sont imbibés de ces drogues et qui posent des problèmes de sécurité nationale, tout simplement. Donc il faut arriver à casser tous ces réseaux-là. La création du PNACO en 2020, qui était mais en 2025 plutôt, le PNACO. Non, janvier 2026. Oui, le Parquet national anticriminalité organisée. Voilà, le PNACO. Le PNACO, il y avait avant un premier parquet qui avait été créé. C'est une bonne chose. Avec l'OFAS, ils font un travail considérable. Il faut casser ces réseaux et faire le maximum pour éviter qu'on soit submergé. On l'est en partie, mais je crois qu'il y a un travail à faire formidable là-dessus, avec du renseignement pour pouvoir intercepter dans les aéroports, etc. Le renseignement est essentiel. Et puis, essayer de contrôler les flux financiers. Le renseignement, c'est tout type de renseignement, on est d'accord. Bien sûr, les renseignements territoriaux locaux, la DGSI qui fait un travail considérable, les réseaux sociaux avec Pharos, tous les services qu'on connaît au ministère de l'Intérieur qui sont là pour ça. Oui, parce qu'on sait que certains réseaux sociaux que je n'aimerais pas ici, en l'occurrence, vendent... et c'est là aussi qu'ils commanditent des meurtres, des narcotrafiquants, bien sûr. Les réseaux sociaux, ça a du bon et ça a du très mauvais aussi. Donc voilà. Donc tous ces sujets-là doivent être traités, et le ministère de l'Intérieur fait autant que faire se peut, évidemment, sa mission de sécurité, c'est essentiel. Mais là où il faut taper très fort, je pense que c'est essentiel, c'est les flux financiers. Oui. Vous savez, moi, je fais toujours un rapport. Taper au portefeuille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Si on arrive à bloquer les flux financiers, parce que c'est ceux qui, évidemment, qui permettent de payer les guetteurs, etc. Mais comment on fait pour bloquer les flux financiers? Avec les Europol, Interpol, les banques commencent à ouvrir, je dirais, leurs informations là-dessus, et à permettre aux enquêteurs de pouvoir répondre à ça. Mais regardez comment on a arrêté. Moi, je prends toujours l'exemple qui n'a rien à voir, c'était la prohibition. Al Capone. On l'a pas eu sur les assassinats. Al Capone, on l'a eu sur le fisc. Yes,
Tout est dit. Donc là, pareil, il faut que sur l'aspect financier, on puisse évidemment incruster ces personnes-là pour casser effectivement le flux financier et pour permettre sûrement de résorber un petit peu tout ce qui se passe. Alors Paris suit déjà 265 condamnés dans 9 établissements pénitentiaires. On sait aussi qu'il y a eu des enquêtes ouvertes, Florence Rouas, notamment après l'exploitation de téléphones saisis en prison, parce qu'il y a beaucoup de détenus en fait qui continuent leurs activités criminelles. On en a beaucoup entendu parler de ça en direct des prisons. On a l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue, que ça s'arrête jamais en fait. Parce qu'en fait, tous les détenus ont un téléphone, voire plusieurs en prison, mais ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas des brouilleurs, par exemple, tout bêtement? Parce que je pense que de toute façon, c'est aussi pour avoir la paix. C'est une façon d'avoir une certaine paix dans les prisons, parce que sinon, ce serait la révolution. D'accord. Ça permet aux détenus lambda, on va dire, de pouvoir quand même communiquer, aller surfer sur Internet, communiquer avec leurs compagnes, leur famille, etc. Normalement, ils ont un téléphone qui est dédié, où ils mettent le numéro, notamment de leur avocat, notamment des gens importants de leur famille, mais ça coûte cher. Et puis c'est pas la même chose que d'avoir son portable pour discutailler avec la petite amie, et puis etc. Et suivant les profils. Voilà. Après, il y a un deuxième sujet aussi. Il n'y a pas que la paix. Il y a aussi, ça permet à des magistrats de mettre sur écoute et d'avoir des informations. Ça, il faut le dire aussi. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de se dire, on dit rien, mais on dit rien, mais on sait que on sait ce qui se passe, quoi. On brille sur les gros trafiquants, puisque avec l'ouverture de Vendée-le-Levier, les trois sites de haute sécurité qu'a voulu Gérald Darmanin, c'est une bonne chose. Il faut totalement isoler ces mecs parce que c'est des sanguinaires, c'est des assassins. Ces gens n'ont ni foi ni loi. Donc à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait certains avocats qui montaient au créneau. Après, ils sont tous au même endroit quand même maintenant. Oui, mais c'est pas grave. Vous savez, Bekele au Salvador, il avait mis 40 000 dans la même prison. On a bien vu, il a fait tomber le taux de criminalité. Alors eux, ils sortiront jamais de prison et puis ils seront tabassés. Enfin, c'est on n'y arrivera pas chez nous parce qu'on est quand même une démocratie. On est quand même le pays des droits de l'homme, merci. Mais parfois, vous savez, on peut se poser la question parce que quand on voit. Quand on est policier, je suppose qu'on se la pose effectivement parce qu'on est confronté à une certaine réalité. Mais évidemment, mais je crois qu'il faut mettre à l'abri ces gens les plus dangereux. Et je pense que pour l'instant, ça doit servir nos services de police. On ne sait pas tout, mais je pense que ça déstabilise considérablement les réseaux, en sachant qu'effectivement, quand il y en a un qui part, un autre arrive derrière. Mais pour autant, les gros leaders sont mis à l'abri et ça permet encore une fois pour les enquêteurs, je pense en particulier de l'OFAST, d'avancer sur la procédure. Ouais, c'est sûr. Ces trafiquants, ils peuvent donc faire arriver la drogue par différents supports, on l'a dit, donc les containers, les avions, etc. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'on se rend compte qu'ils passent leur vie à s'adapter, en fait. Ils adaptent très rapidement leur méthode par rapport au positionnement, à ce que font les forces de l'ordre, à ce que font les services de renseignement, etc. Ils ont une capacité d'adaptation qui est assez impressionnante. Oui, parce que ce sont de très très gros réseaux de criminalité. Donc, et puis ça dépasse nos frontières. On l'a bien vu, il y a eu une interpellation de 2 chefs de la DZ Mafia en Algérie. D'ailleurs, j'ai vu, ils ont été incarcérés finalement. J'ai vu aujourd'hui, semble-t-il, ils ont été incarcérés, alors qu'au départ, ils avaient été, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais certains avaient été mis sous contrôle judiciaire, mais là, semble-t il, 2 ont été incarcérés. Où, en Algérie? En Algérie. Et là-bas, ça rigole pas, l'incarcération. Oui, c'est ça. Donc voilà, les tests. C'est une bonne nouvelle que la coopération France-Algérie reprenne. Interpol, évidemment, Europol et Interpol qui travaillent évidemment avec l'ensemble des polices, mais c'est important mais cette coopération est importante. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de renseignements. La base même des affaires de stupes et autres, c'est le renseignement. C'est essentiel. Pour pouvoir anticiper. Tiens, on parlait d'anticipation sur tout un tas de sujets tout à l'heure, c'est ça. Et si on arrive à anticiper, écoutez, on arrive à avoir des résultats. Mais c'est un long travail, compte tenu, encore une fois, de ce que produit les stupes rien qu'en France métropole, c'est 7 à 10 milliards. Ouais. Sur le monde entier, c'est 250 à 320 milliards. C'est une énorme économie. C'est une pieuvre, quoi, finalement. Bien sûr. Et c'est une économie parallèle. Et ça fait vivre 200 000 personnes en France, on dit, dont 20 000 CDI. Et alors on va pas nous dire que c'est à cause de l'usager de stupéfiants. Enfin, vous voyez, c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu ridicule. Il y a une dichotomie dans le discours, on peut dire. Florence, oui, à partir du moment où tu achètes, si tu veux, tu fais vivre une entreprise. Oui, enfin bon, c'est pas. Bon, alors Clémence Girard, notre chère procureure, elle a quand même dit que la découverte d'armes de guerre, c'est pas rare, et puis que, par exemple, en 2024, la GIR5 et la juridiction interrégionale spécialisée de Paris s'est saisie de 9 assassinats ou tentatives d'assassinat à Sevran, par exemple, sur une période de 9 mois.
Donc c'est un par mois. Non mais, ou deux. C'est dingue. Ben oui, on a vu sur Marseille pareil. On a eu tous les ans, on a 40 à 50 morts. On parlait de la jeunesse tout à l'heure. C'est souvent des mineurs ou des gens de plus en plus jeunes. Des petites mains, comme on dit. C'est des gamins à qui on file 150 € pour faire le chouf. Et lorsqu'il y a une bande opposée qui veut se réapproprier un territoire, pour faire peur, on va canarder les gamins qui sont en bas et qui font le chouf. Voilà. Bon, c'est le rythme malheureusement de vie de ces narcotrafiquants, quoi, qui n'ont peur de rien et qui parfois même commettent des dégâts collatéraux, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont pas qu'entre eux à se flinguer. Parfois ils sont impactés. On l'a vu avec ces jeunes fille à Marseille qui est morte dans son appartement alors qu'elle révisait. Enfin bref, c'est un véritable souci pour le ministère de l'Intérieur et pour les forces de sécurité. Et puis il y a l'enjeu, Bruno, de la corruption. Alors oui, qui constitue un vrai enjeu majeur. Il y a des affaires de stupéfiants qui ont été mises en évidence avec des corruptions d'agents privés ou d'État. Oui, d'agents pénitentiaires, de policiers, oui, ça peut arriver. Mais oui, alors prenons ça en marche, attention, même des avocats. C'est pour ça que c'est un avocat qui est en prison à Marseille, qui faisait passer des facilités d'information à des prisonniers, effectivement. Bon, écoutez, le monde n'est parfait. Donc les policiers, ils sont 162 000 et une grande, très très grande, 99,9999 font parfaitement le rouleau. Il y a des gens qui dérivent au même titre que les matons. Quand vous avez des matons à qui on demande tiens, je te donne 5 000 € en cash, tu me fais passer un téléphone, et que ce même maton gagne 1 800 € par mois, je dis pas que c'est normal, mais on peut se poser l'appel du gain. Un peu de faiblesse, un peu de problèmes familiaux, et puis le gars il est capable de faire une connerie, quoi. Oui, mais alors après, il tombe dans les griffes du réseau, et là, c'est comme l'avocat qui céderait, vous savez, à ce genre de sollicitation. Il sait où il met le pied, mais il sait pas jusqu'où ça peut le mener. Donc c'est aussi le risque. L'appât du gain, il faut s'en méfier aussi. On a vu ça en Italie. Ça sera le mot de la fin. Tiens, l'appât du gain, il faut s'en méfier. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, totalement. C'est sûr. C'est un peu résumé de tout ce qu'on vient de se dire. Mais bon. Vous savez que vous pouvez tout commenter sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300, mais aussi sur YouTube. On fait un point sur vos commentaires, avec Quentin Saunier. Et oui, Judith, puisqu'on vous pose cette question sur nos réseaux sociaux, narcotrafic, pourquoi explose-t-il par voie aérienne? Et vous nous laissez beaucoup de réactions. On a Floki qui s'interroge et qui dit la voie aérienne est-elle plus difficile à contrôler? Olivier qui lui répond en quelque sorte et qui dit il y a tellement de trafic aérien en tout genre que les douaniers ne peuvent pas tout contrôler. Et enfin, Hugo nous dit quand un État n'est plus souverain chez lui, il ne doit pas s'étonner de voir des trafics illégaux émerger. Ils sont bons, nos auditeurs. Allez, vous pouvez continuer à commenter. Merci Quentin Saunier, il est 18h28. Dans un instant, on va se détendre avec un truc bien sucré qui s'appelle de la glace. Et oui, parce que nos glaciers cartonnent, vous le savez, avec la canicule. Il est 18h28, à tout de suite. À 18h30, on part prendre des nouvelles de vous. Tiens, vous, nos auditeurs, vous, les Français, comment ça se passe votre été? Qu'est-ce qui vous arrive en vacances? Quels endroits vous avez choisis? Comment ça se passe pour vos commerces? Et tiens, comment ça se passe pour nos glaciers? Allez, c'est le coup de fil de l'été. Les vraies voix Sud Radio. Avec les fortes chaleurs, vous cherchez l'ombre, moi aussi d'ailleurs, la climatisation. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a très chaud? On se rue sur les glaces dès que le thermomètre grimpe, les files d'attente s'allongent chez les glaciers, les cornets s'enchaînent. Une météo qui fait forcément leurs affaires, même si travailler sous telle température, c'est pas toujours simple. Alors, est-ce que c'est les grands vainqueurs de cette canicule, les glaciers? On va demander ça à Alessandro Squintou. Bonsoir Alessandro. Alessandro, buongiorno. Alessandro avec l'accent, on adore. Alessandro, vous êtes glacier à La Ciotat. C'est pas loin de Marseille, hein? Bonjour, pas loin de Marseille, en effet. Une des plus belles villes de la planète. Vous avez bien raison, on aime bien Marseille. Alessandro, la Ciotat. Oui, c'est pareil, c'est pas loin. Pardon. On aime bien ce coin-là, quoi. Le 13. Ça vous va comme ça ou pas? Très bien. Alessandro, vous explosez en fait votre chiffre d'affaires, là. Disons qu'on est en forte progression, effectivement, depuis l'année dernière. Donc, on peut utiliser peut-être ces termes avec modération, mais oui. Donc, ça vous rend service, les canicules, vous? Disons que la canicule nous aide forcément parce qu'on est une petite pause fraîcheur. On est aussi... on gagne aussi du fait que le pouvoir d'achat s'affaiblit de nous tous. Et qu'on reste un petit achat plaisir d'une toute petite dépense. C'est vrai qu'on peut se faire plaisir avec une glace quand on n'a pas beaucoup de sous. Exactement. Et vous faites des créations en plus, Alessandro? Absolument. Allez-y, racontez-nous vos créations. Mettez-nous l'eau à la bouche. Alors moi je suis artisan, effectivement, donc je transforme toutes mes glaces et mes sorbets sur place, sur mon labo.
visible par une vitre qui me sépare de mes clients. Donc on peut vous voir travailler. Absolument. Moi, mon équipe, parce qu'aujourd'hui c'est une histoire d'équipe, parce qu'on m'a dit justement. Mais c'est moi qui, effectivement, va à la recherche de la matière première de qualité dans notre belle région qu'est la province. Mais pas que. Parfois, on explore des univers qui sont un peu plus lointains et on parle des créations et on m'a fait penser tout de suite à une glace qui s'appelle Urubamba, qui est l'histoire d'un voyage en famille de cet hiver, où j'ai eu la chance de goûter un avocat et un fruit de la passion aux antipodes. Et donc, on la repropose aujourd'hui ici en boutique. Et ça a énormément de succès parce que c'est une glace fraîche sur laquelle mon côté un peu italien, il m'a fait rajouter des huiles d'olive. Donc, on doit mettre vite en Méditerranée avec tout ça. Ça fait rêver. Qu'est-ce qui cartonne plus en ce moment? Qu'est-ce qui marche très très bien? Eh bien, si on parle de la fraîcheur, c'est les citrons. Aujourd'hui, on a du mal à suivre la cadence des citrons parce qu'il faut qu'on presse du citron. Donc, c'est une charge très importante. Il y a beaucoup de demandes là. On a beaucoup de demandes de citrons. Là, on vient de passer 300 kilos de citrons en moins de 3 semaines. Ah ouais. Ah ouais, c'est énorme. et ça fait du boulot pour vous, hein? Comment? Ça fait beaucoup de travail pour vous. Eh bien, disons que j'ai les poignets qui sont bien musclés. Hein. Ouais. Musclé, c'est le cas de le dire. Alors, ce qu'on aime bien en plus chez vous, Alessandro Skintu, je rappelle que vous êtes artisan glacier à la Ciotat, c'est que vous achetez, vous êtes en circuit court, quoi. Vous achetez autour de vous chez les producteurs locaux, autour d'Aubagne aussi. Toujours, en effet. C'est moi chez moi il y a 3 mots sur les murs, c'est terroir éco-responsable et transparence. Terroir parce que je vais effectivement chercher les produits en premier dans notre belle région. Aujourd'hui, je suis la quasi-totalité qui vient d'Aubagne, de la campagne de la Paternelle, mais j'achète beaucoup à la Ciotat aussi sur la Cadière, j'achète beaucoup dans le Vaucluse lorsqu'il y a la période de 13 notamment. Donc vous voyez, je reste pas trop loin et c'est toujours un producteur que j'ai à la clé pour régaler vous tous en fait. On adore. Et du coup, vous faites le maximum de votre chiffre d'affaires, on imagine évidemment, c'est logique, entre le printemps et l'été? Eh bien, on peut dire que oui, mais on a quand même une diversité de notre offre qui est assez importante, ce qui fait que sur les périodes de Noël, notamment avec les bûches, on a un gros volume de chiffre d'affaires. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les bûches aussi. Et puis on arrive à vraiment diversifier tout au long de la saison. Donc disons que oui, on doit faire 50% sur la période effectivement printemps-été et les restes lycées sur le reste de l'année en fait. Alors avant qu'on continue à échanger, je vais quand même demander à Florence Rouas et à Bruno Pomar s'ils mangent des glaces, ils sont gourmands. Hein, vous êtes très gourmand, Florence. Oui, moi je suis très gourmande. C'est quoi votre parfum préféré? Pistache? Ouais, j'adore la pistache. Ouais, c'est vrai. Comme ça. Mais ça c'est le parfum de l'enfance, mais je crois que j'aime tout quoi en fait. Toutes les glaces. J'aime tout. Moi j'aime manger. Vous avez des bons clients autour de la table. Moi c'est le chocolat. Vous c'est le chocolat? Un truc de fou. Mais je voulais poser une question à Alessandro. Alors, on voit visiblement que vous faites des produits d'excellente qualité, et tant mieux, c'est bien. Vous vous déplacez partout pour aller chercher des produits spécifiques. Ça veut dire que ça coûte assez cher quand même en mettant vos sorbets là. Pas vraiment. C'est quoi votre prix moyen? Allez-y. De vente ou d'achat? Une boule sur cornet avec vous, je sais combien? Alors moi je travaille comme en Italie à la spatule, donc au contenant. Moi j'ai fait le petit pot qui à peu près une centaine de grammes jusqu'à 2 parfums. Je suis à 3,90 €. Non, c'est pas cher. Ouais, ça va, c'est correct. Ça, tout le monde peut s'acheter une glace, quoi, Bruno. C'est ça qui est pas cool. Pas tout le monde, Julie. Non, mais presque avec du comparable. Mais oui, on reste sur des fourchettes basses, surtout que du fait de ne pas travailler à la boule, on donne l'accessibilité aux choix de parfums plus vaste et moins cher. Alors, il y a forcément, Alessandro, les petites questions qui fâchent derrière, parce que quand vous vendez plus, il faut plus de monde pour travailler, il faut payer plus d'électricité, il faut s'en sortir quand même. C'est-à-dire qu'au prorata du boulot, il y a les dépenses qui montent, quoi. C'est la bataille, c'est le nerf de la guerre d'un entrepreneur, parce que je suis artisan avant tout, mais un entrepreneur aussi avant tout. Et effectivement, c'est la maîtrise constante de ce coût d'achat, la maîtrise constante des approvisionnements de différentes sortes, parce que lorsqu'on peut acheter un sucre à 80 centimes ou le trouver à 60 centimes, voilà, c'est là-dedans où le choix il va s'orienter, toujours choisir une éthique, mais qui respecte aussi la gestion de l'entreprise en fait. Donc oui, tout est compliqué, la ressource humaine effectivement c'est compliqué. Chez moi on est à 3 en moyenne tout au long de l'année, on passe à 12-13 en été.
Donc, bien évidemment, le côté ressources humaines est un poste très important, mais sans les hommes et femmes qui viennent en support-unité, je n'arriverai pas à satisfaire la totalité de ce qui m'est demandé. Donc oui, c'est un peu un cercle qui se referme sur lui-même. Oui, bien sûr. Écoutez, en tout cas, bravo. Pour info et pour vous, Alessandro, a priori, ça va continuer parce qu'en 2025, il y a 25,7 millions de Français qui ont acheté au moins une glace. Donc tout va bien pour vous. Voilà. Je pense que 60% de ces 25 millions étaient Ils sont venus chez vous. Merci beaucoup, Alessandro Scintouze. Je rappelle que vous êtes artisan glacier à la Ciotat. Merci d'être venu partager avec nous et de nous avoir donné faim parce que maintenant, j'ai envie d'aller m'acheter une glace. Moi, je passe. C'est vrai. Voilà. En sortant d'antenne, on pensera à vous, Alessandro, parce que vous êtes trop loin pour moi, hélas. Allez, c'est parti pour l'info en plus à 18h37. Les vraies voix Sud Radio. C'est votre rendez-vous avec Quentin Barbaza. Alors Quentin Barbaza, quand même, on va parler du Tour de France féminin. Oui, ça s'est terminé hier, Judith. Ça s'est terminé hier à Nice avec la victoire de la néerlandaise Demi Vollering qui décroche son deuxième succès sur le Tour de France au terme d'une étape assez haletante. Elle était à 8 secondes devant Kasia Neviadoma et puis elle a réussi à conserver son maillot jaune. C'est une victoire qui illustre aussi le changement de dimension du cyclisme féminin en France parce que Demi Vollering, elle appartient à une équipe française qui s'appelle la FDJ Suez, qui a été créée il y a quelques années, et puis qui petit à petit a réussi à récupérer le plus grand des succès en remportant le Tour de France. Alors on va se demander où en est justement actuellement le cyclisme féminin français, et est-ce que le succès de cette épreuve va permettre la démocratisation de la pratique féminine. Et pour cela, on va en parler avec Emmanuelle Merlot, qui est ancienne cycliste et ancienne présidente de l'équipe FDJ Suez. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel, quand on voit justement vous, l'équipe FDJ Suez qui avait été créée par votre papa pour vous, qui permet de gagner actuellement le Tour de France grâce à Demi Vollering, je pense que vous êtes satisfaite de l'évolution, n'empêche, de ce projet qui a été créé il y a quelques années. Oui, évidemment, l'équipe Vienne Futuroscope à l'époque a été créée donc par mon papa pour que je puisse continuer à faire mon sport dans les meilleures conditions. Et du coup, ça a été créé en 2006. Et son objectif, c'était simplement déjà que les filles soient salariées, puisque nous, on faisait du vélo, mais on n'était pas salariés, c'était plutôt du bénévolat. Et quand on voit maintenant que l'équipe FDJ United Suède gagne le Tour de France, on peut que se satisfaire. Et justement, il y a chez la FDJ Suez, il y a beaucoup de Françaises, notamment Evita Music, Marie Lenay, etc. Je pense que ça permet aussi de démocratiser la pratique au niveau dans les écoles de cyclisme pour les filles. Ah oui, complètement. Et en fait, ce qui a surtout fait un bond énorme pour développer le cyclisme féminin, c'est qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas de médias avec nous, donc pas de sponsors, et pas de sponsors, pas de médias. Donc c'était un peu le chien qui se mordait la queue. Et là, maintenant, ça y est, on voit vraiment qu'on s'intéresse au cyclisme féminin. En plus, ça a été un tour remarquable, ça a été formidable. Les audiences avec plus de 2,3 millions de Français devant leur poste, c'est impressionnant. Alors 3,5 millions le 9 août pour l'étape finale. Le 3 c'était 2,7, donc effectivement c'est des beaux chiffres, Emmanuelle Merlot. D'ailleurs ce Tour 2026 c'était le plus difficile de tous les tours qui ont eu lieu dans le Tour de France féminin pour l'instant. Oui, c'est vrai que ça a toujours été difficile parce que déjà c'est beaucoup plus court que les hommes. Alors difficile, je veux dire, c'est court, donc du coup il faut faire quand même des étapes de contre-la-montre qui peuvent être exigeantes, des étapes de montagne. Il faut tout rassembler en une semaine. Donc c'est vrai que c'est très très exigeant pour les femmes. On a eu dans les années 80 d'ailleurs les premiers Tours de France. Après ça s'est totalement arrêté parce que visiblement ça ne fonctionnait pas en matière budget, etc. On a eu Gianni Longo qui a été la star que tout le monde connaît, qui a été multiples fois championne du monde, même si parfois elle a un peu été décriée à un certain moment de sa carrière, surtout sur la fin. Mais là depuis 5 ans, depuis le retour de ce Tour de France, c'est quand même une véritable réussite par rapport au Tour de France masculin. Je trouve que c'est important, beaucoup de succès sur les routes. Peut-être un peu court, ça mériterait une quinzaine de jours. Non, puis il y a une diffusion partielle en plus, on voit pas toutes les étapes et tout. C'est ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il pourrait faire des petits efforts sur ça, mais ASO qui organise le Tour de France masculin a décidé d'organiser le Tour de France féminin. C'est vrai qu'il y avait un Tour de France auparavant qui était peut-être moins médiatisé, les femmes c'était pas pareil sur le vélo, enfin voilà, on en parlait moins, mais c'est pareil en fait. Maintenant voilà, Gianni Longo, j'ai couru avec elle, on peut que la respecter par rapport à son palmarès et on ne peut pas critiquer, c'est vrai.
Voilà, même si j'ai couru avec, c'était pas toujours facile. Mais du coup, voilà. Ouais, mais attendez, pour être champion, il faut avoir du caractère aussi, Emmanuel Merlot. Franchement, on peut pas nous demander de briser les barrières et les murs et après de pas avoir de caractère. Florence Roy, ça fait du bien de voir ces femmes là qui cartonnent. Oui, c'est très bien. C'est des vrais rôles modèles. Florence va se retrouver l'eau d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. On vous envoie faire le Tour de France féminin l'année prochaine. Non, mais je trouve que c'est vraiment c'est une belle image, ce Tour de France version féminine. Comme on a eu aussi le foot version féminin aussi, on l'a vu. Le rugby aussi. Là, le rugby, alors ça, je savais pas. Moi, j'ai découvert le rugby féminin pendant les Jeux Olympiques. C'était les 7-7 ou je sais plus comment on dit. Rugby à 7, voilà. Et c'est très impressionnant. Et puis elle rigole pas du tout sur le terrain non plus. Et puis elle reste féminine. C'est ça qui me fait kiffer, moi. Quentin Barbaza. Oui, c'est ça. Bah voilà. Mais après, il fallait Emmanuel Merlot. qu'il y ait Oui, excusez-moi, il fallait absolument qu'il y ait un gros organisateur qui puisse organiser et à la hauteur du Tour de France masculin. Et c'est pour ça qu'on a une telle visibilité. C'est vrai qu'il y a 5 ans, Marion Rousse, la présidente du Tour de France, le répétait hier, il y a 5 ans, on était incapable, enfin pas moi parce que je suis dans le milieu, mais quelqu'un de lambda était incapable de citer une des filles au départ, alors que ces filles-là étaient les meilleures mondiales. Alors que là, maintenant, Demi Vollering, l'équipe FDJ Suez, est connue dans le monde entier. Et justement, Emmanuel, est-ce qu'avec ces structures-là, comme vous venez de les citer, que ce soit ASO au niveau de l'organisation ou l'équipe FDJ pour les équipes elles-mêmes, est-ce qu'on possède en France maintenant les structures pour pouvoir rivaliser avec les meilleures mondiales et aller à l'avenir? On sait qu'il y a les meilleurs mondiaux, pardon. Mondiales femmes, pardon. Je suis désolée, oh là là, je vous ai repris pour rien. Il n'y a pas de souci, Judith. Méchante, je m'auto-tape, allez-y. Mais voilà, est-ce qu'on possède justement les plus grandes structures mondiales en France pour aller chercher des grands succès à l'avenir, comme on le sait, qui a déjà été fait avec Pauline Ferrand-Prévot, par exemple? Le problème, c'est qu'en fait, on est encore au début du renouveau du cyclisme féminin en France, quoi. Donc là, cette équipe, c'est vrai, créée en 2006, a monté les échelons crescendo tranquillement jusqu'à arriver là au plus haut niveau, numéro 1 mondial, avec Demi Vollering, la numéro 1 mondiale. On a des équipes de niveau inférieur. Mais il faut laisser, je pense, le temps aussi. Là, le Tour de France crée des vocations, donne envie aux petites filles de faire du vélo. Ces petites filles peuvent s'identifier à une championne et plus que à des champions. Elles peuvent rêver du maillot jaune, alors que par exemple, moi, je pouvais juste rêver du maillot jaune, mais juste en rêve. C'était irréalisable. Il n'y avait pas le maillot jaune à mon époque. Vous auriez aimé vous faire le Tour de France ? Ah bah c'est sûr, en fait l'histoire un petit peu de l'équipe, c'est la petite fille qui voulait faire le Tour de France, quoi. Mon père a créé l'équipe parce que la petite fille voulait faire le Tour de France. Donc bon, je suis plus de cycliste, je suis plus spécialement dans l'équipe, mais c'est quand même un rêve et le rêve de... Vous l'accompagnez ce rêve quand même, Emmanuel Merlot, hein. Oui, complètement. Et alors, ce qui est très sympa, c'est que ma fille est à fond. Ah bah si votre fille est à fond, ça se transmet, on adore. Ce qui est très sympa en plus, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent. Chez les 15-34 ans, il y a 25% quand même. Hein. Donc c'est pas mal en termes d'audience. Ça va créer des vocations et que. Voilà. Et puis ce qui est sympa, c'est que c'est les garçons qui regardent aussi, quoi. Aussi, il y a pas, on peut aussi parler que les garçons, ça donne envie, parce que moi quand on me parle du Tour de France féminin aujourd'hui encore, on me dit oh là là c'était super, mais qu'est-ce que ça a été le suspense jusqu'au bout. Alors je veux pas critiquer le Tour de France masculin, mais les gens se lassent, quoi, parce qu'ils disent oh non, mais alors peut-être qu'on en viendra là parce qu'il y aura une championne qui gagnera tout et que voilà. Mais les gens seront lassés dans 20 ans, on a le temps pour l'instant. Hein. Voilà, exactement. Merci beaucoup, merci Emmanuel Merlot pour votre témoignage et bravo aux filles qui montent, aux femmes incroyables. C'est bien, ce qui est important quand on monte ces grands événements sportifs internationaux, télévisés, etc., c'est que derrière ça draine les jeunes générations, les féminines évidemment, et ça c'est important, on parlait d'éducation, etc. D'exemplarité. Mais c'est essentiel. Oui, ça donne des rôles modèles. Absolument. Merci Quentin Barbaza. Aujourd'hui on parle de Demi Vollering qui a gagné, mais l'année dernière la Française Pauline Ferrand-Prévot qui a gagné le Tour de France, c'était aussi magique. Et ça a montré qu'une Française était aussi capable de gagner le Tour de France, donc c'est aussi encore... c'était magique aussi. Gardez cette belle énergie, Emmanuel Merlot. Vous êtes parfaite. Vous êtes passionnée par ce que vous dites. Vous êtes ancienne cycliste et ancienne présidente de l'équipe FDJ United Suez. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Quentin Barbaza. Et tout de suite, on se demande ce qui fait bouger les réseaux sociaux. Tiens.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. 18h47, vous êtes avec Bruno Pomar, qui est président du think tank Initiative Sécurité Intérieure et ancien membre du RAID. Et puis Florence Rouas, avocate pénaliste, spécialiste du droit de la famille et de la protection de l'enfance. Et on se demande ce qui fait bouger les réseaux sociaux tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Le ton monte entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou sur l'avenir de Gaza. Le Premier ministre israélien rejette le nouveau plan en 15 points soutenu par Washington et affirme qu'Israël ne retirera pas ses forces de Gaza tant que le Hamas ne sera pas totalement désarmé. Une prise de position qui marque un désaccord public rare entre les deux dirigeants, alors que les États-Unis cherchent à faire avancer leur feuille de route pour Gaza. Donc on se pose la question sur YouTube, Trump-Netanyahou, est-ce que c'est un désaccord ou une rupture? On ne sait pas très bien d'ailleurs. Et puis pour en parler, nous sommes avec Frédéric Ancel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient, et vous êtes auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques dispérées, c'est chez Odile Jacob. Alors je vais vous poser cette question, est-ce que c'est un désaccord ou est-ce que c'est une vraie rupture entre ces deux dirigeants? C'est un vrai désaccord. Non, c'est pas une rupture. Je vais vous dire, je travaille sur le Proche-Orient depuis environ 35 ans et le terme de rupture entre les États-Unis et Israël, j'ai dû l'entendre une centaine de fois. Oui. En réalité, il y a un véritable désaccord sur le fameux plan Trump. Mais je rappelle quand même que le plan Trump lui-même est quand même serti d'incohérence, et que jusqu'à présent, il a eu diplomatiquement le soutien d'un certain nombre d'États, ça c'est incontestable. D'ailleurs, tant mieux, y compris d'États comme la Turquie, des États modérés comme l'Égypte, la Jordanie, les Émirats, le Maroc, etc. Mais quant à l'application de cet accord, ça a toujours été extrêmement flou. Du coup, ce que les Israéliens disent à Trump, c'est que tant que le Hamas n'est pas démilitarisé sous l'égide de forces internationales acceptées par l'État hébreu, l'État hébreu ne se retirera pas. Moyennant quoi, Trump, lui, affirme aux Israéliens que ses alliés, donc ses alliés arabes, musulmans, mais d'autres également qui se sont engagés à désarmer le Hamas, le feront si sérieusement que les Israéliens pourront se retirer tranquillement. Mais vous voyez, on est sur une mésentente assez profonde sur ce point-là. Oui, bien sûr. Florence Rouas, on se dit que c'est assez logique que finalement, avant de passer quel que soit l'accord, on demande le désarmement du Hamas. Bah oui, surtout que Israël a quand même connu les pires moments de son histoire le 7 octobre 2023. Et puis, rappelons-nous que Gaza avait été libéré, entre guillemets, par Israël en 2005. Donc, les Israéliens avaient quitté la bande de Gaza. Ça avait pas été simple pour un certain nombre d'Israéliens. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire que, en réalité, c'est normal aussi qu'Israël et son chef de gouvernement exigent le désarmement complet du Hamas et pas de demi-mesure, parce qu'ils n'ont pas confiance. Parce qu'ils savent très bien que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et que si d'aventure, ils acceptent ce plan de paix et que finalement, ça se retourne contre eux, on peut très bien comprendre. De notre côté, on voit bien que Trump, lui, son souci, c'est d'apparaître comme l'homme de paix, qui arrive à enfin instaurer cette paix au Moyen-Orient. Ce qu'on peut comprendre également, et c'est ce que disait Frédéric Ancel, c'est un peu le poisson qui se mord la queue, c'est-à-dire que les uns et les autres sont prêts à donner des gages, mais à condition que... Donc... Moi, je crois qu'il faut être extrêmement exigeant, et je comprends très bien, pour le coup, le chef de gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, il faut que le Hamas soit totalement désarmé, parce que on sait très bien, par expérience, qu'on ne peut pas faire confiance au Hamas. C'est un mouvement terroriste. Bruno Pomar, on n'est pas obligé d'être en accord avec Netanyahou pour penser ça, qu'il faut désarmer le Hamas avant quoi que ce soit, on est d'accord? Oui, en théorie, oui, mais lorsqu'on parle de désarmer le Hamas en soi, jusqu'à même à l'arme de poing, disait Netanyahou il y a quelques jours, encore une fois, on a affaire à une idéologie. Une idéologie, on n'arrive pas à l'éteindre comme ça. Il faut pas rêver. Je parle sous le contrôle de Frédéric, parce que ce sont des gens qui sont totalement endoctrinés, qui ont une haine profonde évidemment de l'Occident et en particulier des Israéliens. Mais là où Netanyahou a un gros problème, c'est qu'il a des élections qui approchent. Et il était quelque peu emmerdé, excusez-moi, parce que l'extrême droite lui met une pression considérable. Donc c'est pour ça qu'il met la pression, évidemment, à Trump. Et Trump, parfois, la stratégie, lui aussi, qui, tu le dis, qui est un homme de paix, qui souhaite la paix peut-être, mais ces stratégies entre l'Iran, ce qui se passe en Iran et ce qui se passe là-bas, je me demande quelle est vraiment la stratégie des états-majors militaires américains et du cabinet de Trump. Je pense qu'en France, notre ami Frédéric Ancel. Oui, alors plusieurs choses juste ont été dites. D'abord, de manière extrêmement factuelle, le plan Trump ne prévoit pas de concomitance
entre le désarmement du Hamas et le retrait d'Israël. D'abord, c'est le désarmement du Hamas. Ça, c'est important de le dire parce que c'est mal compris. Ouais. Mais ça, quand on relit l'accord qui a été signé par les deux parties par définition, et je devrais dire par les trois parties parce que c'est officiellement un plan tripartite avec les États-Unis. C'est comme ça que ça doit se passer. Bon, donc là, de ce point de vue-là, pour une fois, j'allais dire, en droit international, on peut pas reprocher à Israël quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui a été dit à un instant est très juste. Trump est totalement inconséquent. Enfin, on n'est même plus sur une imprévisibilité. C'est-à-dire que là, sur son fameux plan qui avait commencé par l'idée de Riviera il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant de cela, elle ne s'est jamais concrétisée par des mesures ou par des propositions plus concrètes que ce qui existe dans l'accord. Et le dernier point, c'est un peu, alors j'aime bien l'expression à la mode, l'éléphant dans la pièce, on n'en parle jamais, c'est l'autorité palestinienne. Le Hamas n'a rien à faire au pouvoir à Gaza. Le Hamas est une organisation qui ne dispose d'aucune légalité internationale. Je ne parle pas du droit israélien, je parle du droit international et qui, bien évidemment, surtout depuis le 7 octobre, n'a aucune espèce de légitimité et qui a fichu d'or, pardon l'expression, en 2007, l'autorité palestinienne qui, effectivement, elle, dirigeait Gaza depuis le retrait d'Israël de 2005 dont il a été fait mention tout à l'heure. Autrement dit, l'autorité palestinienne, là pour le coup, Trump, mais également les Israéliens, auraient un devoir diplomatique impérieux de la ramener dans le jeu parce que c'est à terme l'autorité palestinienne qui devra négocier avec Israël une sortie de crise et certainement pas le Hamas. On vous entend. C'est un débat que j'aurais voulu pouvoir continuer pendant bien longtemps, mais nous sommes hélas pris par le temps. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. C'est une question qu'on vous pose sur YouTube, vous le savez. Accord sur Gaza, Trump, Netanyahou, désaccord aux ruptures. Vous pouvez commenter et continuer à nous appeler au 0826 300 300. On sera là au poste pour vous entendre. Quentin Saunier, le résultat de cette consultation, s'il vous plaît. Eh bien, vous répondez désaccord à 68%. Vous nous laissez aussi des commentaires. Pour Hervé, c'est une rupture avec Trump, mais pas forcément avec les États-Unis au global. Et pour Yves, il est plus catégorique, c'est plutôt Netanyahou qui fait tout pour saboter les discussions de paix. Merci beaucoup. Vous le savez, Sud Radio, c'est votre radio. Continuez à être au rendez-vous. On se retrouve demain à 17h pour les vraies voix de l'été. Je vous rappelle vos vraies voix d'aujourd'hui. Florence Rouas, merci d'être venue participer. Merci Judith. Merci Florence, vous êtes avocate avec plaisir. J'en perds mon français. Avocate pénaliste, spécialiste du droit de la famille, protection de l'enfance. Puis d'ailleurs, si les gens ont besoin de vous, ils vous trouvent facilement sur Internet. Oui, sur Internet. On tape votre nom et votre numéro. Très vite. Voilà. Bruno Pomar, merci. On vous retrouve dans pas très longtemps, je crois. Je crois même demain. Ouais, je crois que c'est demain. Vous êtes président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien membre du REMDEM. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là au rendez-vous. Il est 18h55. On retrouve tout de suite Christophe Jiquel.